1, 2, 1, 2. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour participer à la 4e édition des États généraux de l'alternance. Alors avant de démarrer, je vois qu'il y a encore pas mal de monde. Alors il y a des places au premier rang, peut-être pouvez-vous vous avancer. Sinon, je crois qu'il y a une salle qui va retransmettre un peu les échanges. Et sinon, vous pouvez également vous mettre derrière une année. Comme je vois que ça a encore beaucoup de succès cette année, une année, certaines personnes s'étaient même positionnées donc derrière. N'hésitez pas à vous asseoir parce qu'on va démarrer. On a pris déjà un petit peu de retard. Alors, je voulais juste également vous dire, c'est que quelqu'un a perdu son portable. J'ai un portable ici qui est un iPhone. Alors si ça peut aider, j'ai quelqu'un qui appelle, qui s'appelle Jérémy Gall. Alors j'espère que je ne dis, voilà, je dis pas des choses trop compliquées ou trop personnelles, mais ça peut permettre à la personne qui a perdu son portable et qui ne s'en est pas aperçue de venir le récupérer, donc il sera au premier rang. Donc c'est un iPhone avec une coque transparente. Voilà, donc ça doit être un 14, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, personne ne se manifeste, n'hésitez pas en tout cas. Bien, je vous propose de démarrer. Installez-vous vite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je vais appeler donc Danielle Deruy, qui est directrice générale du groupe AEF Info, pour faire un petit mot d'accueil. Donc, groupe AEF Info qui organise cet événement depuis maintenant quelques années ici à Lille. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Vous pouvez vous mettre derrière aussi. Hein. Il y a 2 ans, il y avait du monde absolument partout. Et il y a effectivement une grande salle de l'autre côté où tout est retransmis pour que vous ne perdez rien de cette matinée. Un grand merci d'abord à Xavier Bertrand qui nous accueille donc, pour cette 4e édition des États généraux de l'alternance. Et merci aussi à Samira Erizi qui, au pied levé, remplace le président. Merci à tous nos grands acteurs nationaux et nos grands acteurs régionaux de participer à toutes nos tables rondes ce matin et cet après-midi. En fait, c'est vraiment le concept même de cette manifestation. C'est une manifestation nationale, on parle de grands sujets nationaux, mais toujours aussi avec un axe qui donne sur le terrain des bonnes pratiques et qui en donne plus grâce à cette meilleure connaissance du terrain. Je remercie sur Hauts-de-France Madame la rectrice, Valérie Cabouil, les services de la région comme Proche Orientation, le MEDEF Hauts-de-France, OPCO EP Hauts-de-France, le CARIF OREF. Alors, dans cet exercice, en général, j'oublie toujours quelqu'un, une organisation. Donc, je vous prie de m'excuser si j'oublie une organisation. Au national, la DGEFP, France Compétences, les partenaires sociaux en la présence de l'UDP et de la CFE-CGC, des branches professionnelles, CMA, Syntec, Commerce Distribution, les acteurs de la compétence, des OPCO, Constructis, l'AFDAS, et d'autres organisations comme la FNADIR, les Compagnons du Devoir, l'association Les Entreprises Éducatives pour l'Emploi, ENOA, Antilogie et sans oublier France Travail aussi qui va être présent au cours de cette journée. Bref, vous voyez tout l'écosystème de l'alternance bravo, faut commencer. D'autres peuvent également y aller. Alors, je ne vous dis pas le temps de préparation de ce colloque, puisqu'il devait avoir lieu début juillet. Il a été reporté au 15 octobre. On s'est dit, face-touche, on a tout le temps pour tout préparer. Le nombre de fois où on a enlevé, remis des intervenants, ça a été un beau match, si je puis dire. Donc vous avez encore sur le programme qui a été imprimé, pourtant il y a que très peu de temps, il y aura encore des changements, mais bon, je pense que vous ne nous en voudrez pas. La situation géopolitique est responsable de tout ça.
Et avant tout, merci aussi à Madame la ministre, j'aurais dû commencer par elle d'ailleurs, à Astrid Panosyan-Bouvet, qui malgré ses lourdes tâches voulait absolument venir ce matin. Mais je pense que le PLF a eu raison de sa volonté de venir. Mais on va, dans quelques minutes, nous allons passer une vidéo qu'elle tenait vraiment à être présente au sein de notre colloque. Merci aux équipes d'AEF. Alors je crois qu'il y a 7-8 personnes de journalistes d'AEF qui sont là. Il y en a quasiment la moitié, puisqu'on est une bonne vingtaine sur le fil, enfin sur l'ensemble, le pôle social RH, qui, comme d'habitude, vont interpeller nos intervenants, vont donner la parole, vont décrypter, vont mettre en évidence des scénarios, les possibles, les probables, etc. Toujours sans prendre parti pris. Et c'est ça qui fait la richesse, je pense, d'AEF. C'est cette écriture non partisane que nous revendiquons et qui est notre marque de fabrique. C'est aussi ce qui fait la force de nos événements, des grands, des petits. La semaine dernière, nous avions notre salon Pro Durable, le grand salon du développement durable, avec 15 000 participants. Nous aurons dans quelques jours, le 14 novembre, le salon sur la reconversion. En région aussi, nous organisons la journée nationale de la reconversion. Donc je pense qu'il y a des représentants de Transition Pro aujourd'hui. Donc je remercie aussi les personnes de Transition Pro qui vont animer cette journée nationale dans votre belle région. Je dis toujours belle région parce que c'est ma région d'origine que j'adore. Et je voulais remercier aussi les services de la région pour leur gentillesse et leur professionnalisme. On a bien préparé avec eux, donc je tenais aussi à les remercier. Bon, en attendant, bonne journée pour ce temps d'échange. Alors, de quoi allons-nous parler? Vous le savez déjà, mais la massification de l'apprentissage, d'égalité des chances, la qualité des parcours et bien sûr de financement. Ça va peut-être même le sujet à la une. Mais pas seulement, nous allons parler aussi de l'avenir des dispositifs de reconversion professionnelle, notamment par la voie de l'alternance. Alors, on va vous faire en plus plein de dépêches. Donc je pense que vous êtes tous ou quasiment tous abonnés, que ceux qui ne sont pas abonnés se précipitent pour avoir un test, pour pouvoir lire toutes ces belles dépêches. Bonne journée. Merci Daniel Deruy. Alors je rappelle pour ceux qui sont encore debout que vous pouvez vous mettre bien sûr derrière moi. Il n'y a aucun souci, il y reste encore des places. Je vais passer maintenant la parole à Samira Erizi, qui est conseillère régionale Hauts-de-France. Et merci de remplacer au pied levé Xavier Bertrand. C'est à vous la parole. Bien, bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue effectivement dans l'hémicycle de la région. Alors nous sommes toujours très fiers d'accueillir cet événement national qui met en valeur effectivement notre région. Merci à Madame Danielle Deruy, DG effectivement du groupe AEF. Alors ça a beaucoup de sens pour nous d'accueillir cet événement parce que depuis déjà presque 25 ans, Xavier Bertrand milite, agit, promeut effectivement pour l'alternance. Et on est bien effectivement satisfait de voir que l'alternance a pris au cours de ces dernières années en fait une importance capitale avec un enjeu fort pour les jeunes, aussi leurs familles et le tissu économique. Les entreprises d'ailleurs, je remercie effectivement tous les acteurs présents ici. Et je ne vais pas m'attarder, simplement vous dire qu'on vous souhaite effectivement ici trouver réflexion et inspiration pour cette journée. Eh bien, merci à vous et au plaisir de vous rencontrer au cours de la journée. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui sont encore en haut, n'hésitez pas, vous pouvez vous installer derrière. Il reste des places là-haut, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Donc comme nous vous le disions, Madame la ministre Astrid Panosyan-Bouvet n'a malheureusement pas pu être avec nous. Aussi a-t-elle enregistré un message vidéo pour pouvoir s'adresser à l'ensemble des participants. Et on lui a posé un certain nombre de questions, donc écoutons-la. Il faudra peut-être vous retourner effectivement parce que ça va être sur les... Ah, vous allez... Pardon. Vous êtes très bien lotis comme les... Bah oui, bien sûr, les membres du conseil. La révolution de l'apprentissage. Plus d'1 million d'apprentis étaient sous contrat à la fin de l'année dernière et les chiffres 2024 ne sont pas encore définitifs,
mais ils sont à ce stade très positifs. La réforme de 2018 a changé la donne en faisant de l'alternance une modalité de formation ordinaire ouverte à tous les métiers et à tous les niveaux de qualification. Le profil des apprentis s'est enrichi, plus de femmes, plus d'inclusion et des qualifications plus diverses. L'offre de formation a été stimulée par les centres de formation d'apprentis. Ils ont su proposer de manière réactive sur tout le territoire national des formations qui correspondent aux besoins en compétences des entreprises et aux demandes des jeunes. On le sait, l'apprentissage favorise l'insertion dans l'emploi et c'est vrai pour tous les niveaux de qualification. L'alternante fonctionne aussi comme un ascenseur social et protège mieux du chômage. De nombreux jeunes auraient renoncé ou n'auraient pas envisagé de prolonger leurs études en dehors du cadre de l'apprentissage. Mieux insérés, mieux rémunérés, les jeunes en sortie d'apprentissage ont choisi clairement la bonne voie. Et avec cette réforme, nous avons changé l'image de l'alternance chez les jeunes et chez les employeurs. Dans un contexte budgétaire contraint, l'avenir du soutien public à l'apprentissage a fait l'objet de beaucoup de spéculations. Pendant le Covid, l'État a mis en place des moyens considérables pour soutenir l'alternance, favoriser l'insertion économique des jeunes et ne pas laisser une crise sociale succéder à la crise sanitaire. L'aide exceptionnelle est venue appuyer les bénéfices structurels de la réforme de 2018. En 2025, le principe d'une aide de l'employeur est évidemment maintenu. Le niveau d'aide restera important, mais, et ce n'est une surprise pour personne, il diminuera. Les caractéristiques de cette aide seront fixées d'ici la fin de l'année par décret. Et avec cette aide, même ajustée, le soutien public en France à la politique d'apprentissage restera significativement supérieur à celui de l'Allemagne et équivalent à celui de la Suisse, qui sont deux pays modèles en la matière. Cette aide ne représente qu'un aspect du soutien public à l'apprentissage et l'État, de manière directe et indirecte, aide les apprentis, les employeurs et les organismes de formation professionnelle. D'abord, il y a l'enjeu de la qualité. Des échanges, il doit y en avoir sur le sujet central de la qualité. Entreprises et organismes de formation doivent garantir aux apprentis un socle de qualité, j'y suis très attachée. Il faut aussi améliorer la lisibilité. Les performances des formations, les taux de réussite, les taux d'insertion doivent être connus pour aider les apprentis à faire les bons choix au moment de leur orientation. Et nous pouvons, pour répondre à cet objectif, nous appuyer sur la plateforme InserJeunes qui doit être enrichie. Ensuite, il y a le financement. Au-delà de la seule question de l'aide, nous pouvons encore améliorer le système de financement des CFA. Il doit être plus juste, plus simple et plus vertueux sur le plan financier. Et dans ce système de financement, le rôle des partenaires sociaux et des branches professionnelles doit être préservé. Cette réforme doit préalablement faire l'objet d'échanges avec les partenaires sociaux, les acteurs de l'apprentissage. Je sais qu'il existe déjà beaucoup de propositions de votre part, de la part de l'IGAS et de France Compétences. Nous allons nous atteler à faire aboutir ce chantier. Enfin, il y a des points à corriger. Nous devons aussi traiter quelques acteurs opportunistes qui misent plus sur la communication que sur la qualité et le résultat. Les chiffres mettent en évidence une augmentation significative du nombre de ruptures. C'est aussi une preuve que des efforts doivent être faits en la matière. Sur tous ces chantiers, je vous propose que nous avancions ensemble. État, partenaires sociaux, branches, régions évidemment, parlementaires et acteurs de l'apprentissage. La révolution de l'apprentissage en France continue. Bien, voilà le message donc délivré par Madame la Ministre. Alors comme vous le savez, cette matinée, au cours de cette matinée, il y aura 4 séquences, 4 plénières qui seront animées donc par des journalistes d'AEF Info. Et nous allons tout de suite démarrer avec la plénière numéro 1 qui s'intitule « Comment faciliter la rencontre des jeunes et des entreprises, massifier l'accès à l'apprentissage, point d'interrogation ». Et pour l'animer, j'accueille Cyril Duchamp. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je suis donc Cyril Duchamp, je suis journaliste à l'AEF, AEF Info.
Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde, comme vient de nous dire Isabelle, qui est consacrée au rapprochement entre les jeunes et le monde économique, le jeune et les entreprises. C'est finalement un peu le nerf de la guerre, hein. Il faut commencer par là. Pour massifier l'alternance, déjà, il faut se connaître, il faut que les jeunes et les entreprises puissent se rencontrer et de manière facilitée. Et ça, c'est pas toujours très simple. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Cabuil, qui est rectrice de la région académique Hauts-de-France. J'ai également Armelle Robert, qui est directrice du développement des compétences et du réseau de l'OPCO EP. Marie Debuiche, conseillère technique proche orientation pour la région, que je vois ici. Je vous en prie, venez me rejoindre sur scène. Et enfin, Arnaud Lefort, qui représente les employeurs, puisqu'il est président du Clubster École Entreprise. C'est surtout à ce titre-là qu'on va vous entendre, monsieur Lefort, mais vous êtes également président du MEDEF Grand Lille. Je vous en prie, prenez place, asseyez-vous. Voilà. Est-ce que tout le monde est en place? Je crois qu'il doit y avoir. Oui, voilà, on a suffisamment de sièges. Et Cyril, j'avais oublié de préciser également qu'on pourra faire aussi un jeu de questions-réponses avec la salle. Et on pourra prendre vos questions en fin de plénière. Donc n'hésitez pas à vous manifester, effectivement. Merci Isabelle. Soit pour témoigner, soit pour réagir. D'ailleurs, on dit question, mais ça peut être également pour réagir ou apporter un complément, un cas pratique sur ce qui va vous être présenté. Quand on parle de facilitation de la rencontre entre les jeunes et les entreprises, finalement, on a un exemple qui est assez marquant de cette volonté affirmée de rapprocher les jeunes et les entreprises. C'est un exemple qui se trouve dans le cadre de la réforme de la voie pro. C'est depuis la rentrée la mise en place des BDE, des bureaux des entreprises. Donc là, on est clairement avec une implantation, en tout cas un pied dans l'univers scolaire des employeurs, avec ces BDE qu'ils ont donc en place depuis la rentrée 2023 dans les lycées pro. Valérie Cabuil, est-ce qu'on a déjà, j'imagine, quelques résultats, une petite vision sur la manière dont ça se passe? Normalement, les micros sont allumés, vous pouvez y aller. Comment ça se déroule? Est-ce que vous avez quelques chiffres et quelques éléments qualitatifs sur la manière dont ça se passe? Bon, alors déjà sur le succès de l'opération en termes de recrutement, oui, on a recruté à peu près 150 personnes qui vont animer ces bureaux des entreprises. Le principe est d'avoir une structure visible à l'intérieur de l'établissement pour que un partenaire industriel qui veut avoir un renseignement ou quelque chose sache très bien qu'il peut s'adresser à ce bureau des entreprises pour que aussi les élèves aient cette incarnation qui est là au sein du lycée. Et évidemment, l'objectif de ce bureau d'entreprise, c'est de faciliter la relation entre les élèves et les entreprises, trouver des stages, mais pas que, aussi travailler un peu sur l'orientation et tout ce qui fait ce partenariat qui existe par définition dans les lycées professionnels, mais qui n'est certainement pas assez visible. Donc 150 BDE, concrètement 150 BDE dans les lycées pro de la région, hein, on parle au niveau de la région Hauts-de-France. C'est une mesure, souvent les mesures quand elles sont annoncées, elles sont accueillies avec un peu d'incrédulité, on va dire. On se dit tiens, est-ce que vraiment on peut le faire? Et ça a été le cas pour cette mesure-là. Qu'est-ce qu'il en est? Sans problème, on a recruté, alors ce qui est intéressant de noter, on a recruté des personnels qui sont en très très grande majorité extérieure à l'éducation nationale, qui viennent soit eux-mêmes de l'entreprise, soit d'organismes de formation. Alors quelles étaient les craintes? En fait, c'était un peu de trouver la bonne place avec nos directeurs des formations techniques dans nos établissements, avec les professeurs. Qu'est-ce qu'il allait faire vraiment, ce responsable bureau des entreprises? Mais pour partout où j'ai pu rencontrer ces personnes, ils sont très très heureux, ils ont très vite trouvé leur place et les chefs d'établissement sont très heureux aussi. Alors maintenant, comment quantifier le succès d'une opération en termes d'éducation? Vous savez que ça prend toujours beaucoup de temps, hein. C'est pas en implantant quelque chose un an que l'année prochaine on a tout de suite le résultat. Mais on voit bien en tout cas que ça correspondait, ça correspondait un peu à une demande, à une évidence et l'intégration s'est très très bien passée dans les lycées.
Donc ça, voilà, les choses sont en place au sein des établissements et finalement les BDE fonctionnent bien, vous nous dites. Valérie Cabulle, je vous propose de passer le micro à Arnaud Lefort qui représente donc les entreprises. Vous allez nous présenter peut-être brièvement ce qu'est le Clubster École Entreprise. C'est une spécificité quand même sur le front. Je crois qu'on n'a pas ça ailleurs. Mais je voudrais aussi avoir évidemment votre regard sur la mise en place des BDE. J'imagine que vous y prenez part de manière assez active. Oui, tout à fait. Donc, le Clubster École Entreprise est une association assez originale dans le sens où elle est portée par 3 membres fondateurs que sont les 3 associations patronales principales, le MEDEF, la CPME et l'UDP. Notre vocation, c'est tout simplement d'être l'interface entre l'école et les entreprises et de faciliter autant que possible les relations, les mises en réseau et les prises de contact entre ces deux mondes, et en particulier donc avec nos partenaires que sont l'ensemble des branches professionnelles, l'ensemble des grands métiers. Oui, si je peux me permettre, vous réunissez un peu tout l'écosystème de l'insertion et de la formation, puisque le rectorat d'ailleurs est également partenaire, je crois, du Clubster, mais on retrouve un certain nombre d'acteurs au niveau territorial. C'est ça, nous sommes liés au rectorat par une convention depuis longtemps qui organise donc la relation entre nous. Une coopération instaurée donc, et sanctuarisée, on va dire, avec ce principe de convention. Je vous posais la question sur les BDE que nous a présenté Valérie Cabuille. Quel est votre regard finalement par rapport à cette mesure et la manière dont elle se met en place ? Écoutez, pour nous, très, très positif dans cette création des BDE et de leurs responsables, puisque c'est à l'évidence pour nous une porte d'entrée beaucoup plus simple et un guichet unique dans l'établissement pour que nous puissions discuter de relations école-entreprise. Ça vient un petit peu à la suite des RIPRE qui sont une spécificité de la région et qui allait déjà dans ce sens, donc les responsables école-entreprise dans certains établissements, mais donc très très positif. D'accord. Et puis je crois, vous me disiez, il y a un signe, c'est que vous avez accueilli aussi les premières promotions à Unicité de Marcq-en-Barœul, hein, c'est bien ça ? Voilà, l'an dernier, on a eu le grand plaisir d'accueillir une bonne centaine de responsables BDE qui étaient déjà en poste chez Entreprises et Cités, donc au siège de l'association à Marcq-en-Barœul. D'accord, c'est un exemple assez concret, je dirais physique, de la coopération que vous développez avec l'éducation nationale. Avant de passer la parole à Armelle Robert pour aussi avoir le regard de l'OPCO sur la mise en place de ce BDE, je voudrais interroger Marie Debuiche, qui donc vous représentez la région. Je rappelle, vous êtes conseillère technique pour Proche Orientation. Peut-être un petit mot, tout le monde connaît Proche Orientation, je pense maintenant, mais tout de même c'est utile de le rappeler très rapidement. Et puis ça permet d'illustrer un point que je n'ai pas mis en évidence en introduction, mais qui est ô combien important, c'est cette répartition des compétences entre la région et le rectorat. Tout à fait, merci beaucoup. Donc d'abord, vous dire que je représente mon directeur Pascal Minche, qui est désolé, mais qui est sur une journée interrégion à Marseille aujourd'hui. N'hésitez pas à vous approcher bien du micro. D'accord, vous m'entendez ? Voilà, merci. Donc, nous avons effectivement une compétence partagée entre les autorités académiques et les régions. Et dans la région Hauts-de-France en particulier, donc, on travaille très bien avec la DRAIO, la DRAFPIC, l'ensemble des autorités académiques. Donc, nous intervenons dans une compétence partagée qui fait que nous intervenons au niveau du dispositif régional Proche Orientation sur l'information sur les métiers, sur les formations et donc sur les différentes voies de formation comme l'apprentissage. Ce qui est d'autant plus important pour moi qu'auparavant, je travaillais à la direction de l'apprentissage et de l'alternance et que j'y crois très fort puisque ça donne aux jeunes, comme vous le savez bien sûr, je pense qu'on est tous convaincus, à la fois une formation et une expérience, une insertion pro facilitée. Donc, on a dans cette compétence, bien entendu, de l'info sur notre site. On a des guides, guide 3e, guide SECPA, guide post-bac, mais on intervient également dans la formation donc, des responsables des bureaux des entreprises. On intervient dans la formation des référents découvertes des métiers.
la formation des enseignants et ces présentations se font conjointement également avec l'ONICEP pour bien situer la place de chacun. On intervient également auprès des responsables des cordées de la réussite. Voilà. On voit bien avec vos témoignages, que finalement, au travers de cet exemple des BDE, on retrouve évidemment le rectorat, mais également les employeurs, la région qui est là. Est-ce que c'est le cas pour l'OPCO-EP, Armelle Robert? Je vous rappelle, hein, vous êtes directrice du développement des compétences et du réseau pour l'OPCO, donc au niveau national. Ces BDE, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un lien qui est privilégié? Et tout à l'heure, Marie Debuiche parlait d'un certain nombre d'outils, de dispositifs qui sont poussés par Proche Orientation. Je sais que l'OPCO en a aussi. Comment ça s'articule? Alors effectivement, quand les BDE se sont créés, on s'est posé la question en tant qu'OPCO, en se disant mais comment on va pouvoir fonctionner ensemble? Je pense qu'il y a encore un travail important à faire au plan national, je pense qu'on le partage ensemble. Un des premiers choix, une première demande qui a été faite par les partenaires sociaux de l'OPCO-EP, c'est de dire, lorsqu'on va fonctionner, puisqu'on représente 54 branches professionnelles, plus de 450 000 entreprises qui sont à 90% des très petites entreprises, est-ce que ça ne va pas faire un interlocuteur supplémentaire et comment nos entreprises vont pouvoir s'y retrouver? Moi, j'ai une commande qui est simple, c'est on travaille avec l'ensemble des acteurs. On ne se met pas en superposition par rapport à une spécialité qui existe par ailleurs. Alors c'est un exercice toujours un peu compliqué parce que ça passe par l'humain, que chacun a sa propre ligne d'action à réaliser. Et donc aujourd'hui, nous, on a demandé pour l'ensemble de nos délégations à ce que les délégués régionaux rencontrent les BDE avec leurs équipes pour pouvoir voir par rapport à leur plan d'action comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble pour qu'on se connaisse et qu'on soit en complémentarité. Alors la complémentarité, on l'apporte nous déjà avec un outil qui a été développé pour l'OPCO-EP qui s'appelle le Hub de l'alternance. C'est exactement dans ce principe d'avoir des outils qui permettent l'interconnexion. Alors le principe, on me dit que je suis un peu dépassée, mais vous voyez tous le mythique qui peut exister. Le terme, on a a priori un peu plus moderne. Mais l'idée, en fait, c'était d'avoir la capacité, puisqu'on a 450 000 entreprises, de pouvoir en ligne permettre d'interconnecter les acteurs sur notre champ pour qu'ils puissent, en autonomie ou en lien avec nos équipes dans les territoires ou directement par les acteurs, on le fait avec plein d'autres structures, pouvoir mettre en relation nos entreprises et les jeunes qui cherchent une alternance, puisque c'est quand même le projet que l'on porte ensemble. Et donc, dans ce cadre-là, on est interconnecté avec les CARIF, puisqu'ils ont l'offre de formation d'apprentissage. On est interconnecté avec la bonne alternance. Parcoursup, Affelnet, par l'intermédiaire de la bonne alternance, aussi se déverse dans notre écosystème. Et donc, on le présente au BDE pour pouvoir compléter leurs connaissances sur les champs de l'OPCO-EP et permettre que nos entreprises soient aussi un relais et une capacité de relais d'information. D'accord, donc la philosophie des modalités d'intervention de l'OPCO, c'est à la fois de s'articuler avec les dispositifs existants pour ne pas faire redondance, on est d'accord, et de pouvoir avoir cet ancrage territorial que permettent en particulier les BDE. Sur cet outil de hub de l'alternance, je crois qu'il est aussi amené à évoluer comme tous les outils et qu'il y a de nouvelles modalités qui sont d'ores et déjà envisagées au niveau des stages. Est-ce que c'est exact ? Oui, vous devancez mon intervention, je l'avais prévu un peu plus loin, mais allons-y. Et effectivement, puisque un des sujets qui a été le cœur de la création du hub, c'était la mise en relation sur une recherche d'alternance. Et puis, nos entreprises représentantes au sein du conseil d'administration de l'OPCO-EP, mais c'est suivi aussi par les syndicats de salariés qui sont aussi dans le conseil d'administration, nous ont dit, mais finalement, pour l'OPCO-EP, on a énormément de très jeunes qui entrent en apprentissage. C'est aussi les particularités de nos métiers. Et les très jeunes, on entendait tout à l'heure dans l'intervention, il faut agir sur la sécurisation des parcours. Et finalement, comment, lorsqu'on a 15-18 ans, comment on choisit un métier ? Et donc on va le choisir par rapport à son environnement personnel, on va participer à des salons et on va chercher sur Internet, parce que les jeunes font beaucoup ça. Et puis finalement, le fait de choisir, si on veut sécuriser, ça passe par connaître. Et
connaître, le stage, c'est le meilleur moyen de tester que lorsqu'on va arriver dans un métier qui est le métier de la boulangerie, par exemple, eh ben, on va devoir se lever tôt. Est-ce que ça convient, qu'on n'a pas d'allergie, puisque finalement c'est aussi des choses qui peuvent se découvrir lorsqu'on rentre dans l'activité, et de se dire oui, je l'ai testé et ce métier-là m'intéresse, et donc le stage c'est le meilleur moyen. Et donc effectivement, un petit peu de teasing, nous allons ouvrir dans les mois à venir un autre volet dans le hub de l'alternance qui va permettre à nos entreprises et aux jeunes, surtout à nos entreprises, de dire on souhaite recevoir des jeunes en stage. Et donc ça sera pour les 4e, 3e, puisqu'ils sont assez nombreux sur les contrats d'alternance du champ de l'OPCO-EP, mais également pour les secondes. Alors, on va revenir évidemment sur ces outils et ces approches très concrètes. On a des choses à montrer tout à l'heure qui donnent à voir la manière dont vous appréhendez vous abordez cette question de la relation emploi au sens large et jeune. Je rebondis sur cette question des stages parce que finalement, Valérie Cabuil, c'est un peu, on a parlé de la voie pro avec les BDE, les stages et les stages en seconde en particulier. Là, ça concerne principalement quand même les lycées d'enseignement général et technologique. Est-ce qu'on a, pareil, je vous pose un peu la même question, mais est-ce qu'on a déjà un premier bilan et puis quels sont les freins quand même à lever? Il doit y avoir des freins parce que la mesure avait été accueillie assez fraîchement finalement. À travers les territoires. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des Hauts-de-France, mais globalement, ça a été le cas. Aussi parce que derrière, il y a cet enjeu que rappelait la mise dans sa vidéo, cet enjeu d'égalité des chances qui est au cœur de cet accès au stage. Alors, comment ça s'est passé dans la région Hauts-de-France ? Alors les stages, il y en a quand même pas mal lors de la scolarité d'un jeune, parce on va replacer le jeune au centre du process. Il y a les fameux stages de 3e qu'on connaît tous depuis très, très longtemps et qui souvent permettent aux jeunes de découvrir qu'il se faisait une idée d'un métier qu'en fait, ce n'était pas celui qu'il veut faire. C'est souvent ça, le stage de 3e, ce qui n'est pas inintéressant, loin de là. Après, quand le jeune va en voie pro, il a des périodes de formation en milieu professionnel qui sont dans son cursus et qui représentent un certain temps, et c'est tout à fait normal, c'est partie de la formation. Et puis, ces stages de seconde sont arrivés l'année dernière. Alors c'est vrai, on nous a dit, ça ne va pas être possible, vous allez voir, vous n'allez jamais trouver de terrain de stage pour tous les jeunes de seconde qui sortent. Il y a en plus tous les périodes de formation, justement, les PFMP qui sont là, enfin bon, vous ne trouverez pas. Donc notre première angoisse a été surtout de trouver des terrains de stage pour ces jeunes et d'utiliser donc la plateforme Un jeune, une solution, qui est une plateforme nationale conçue comme ça, pour ça, enfin pas pour ça, mais qui a pris ça en charge. Et puis, au début, on était quand même un petit peu inquiets. Parce que ça ne nous semblait pas si évident d'arriver à ce que tous ces jeunes qui, en seconde, donc là, on n'est pas sur des secondes pro, on est sur des secondes générales et technologiques, donc des jeunes qui, d'habitude, ne faisaient pas de stage particulièrement et qui n'étaient pas forcément dans une structure habituée à aller les aider à chercher des stages. Bon, c'est un peu posé des questions. Et puis, bon an, mal an, et en mobilisant complètement notre relation école-entreprise, c'est pour ça que c'est important d'avoir un fonds de relations très solide sur un territoire, on a réussi à les accompagner parce que nos entreprises ont fait vraiment énormément d'offres de stage, nos administrations aussi, je tiens à le préciser, qu'elles soient État ou qu'elles soient collectivités, tout le monde a vraiment joué le jeu. Et figurez-vous qu'à la fin, on avait presque 80% des jeunes qui avaient effectivement trouvé des stages. Et on avait même des entreprises ou des administrations qui nous disaient « Zut, j'ai proposé une offre de stage et on ne me l'a pas prise ». Donc, le bilan est vraiment très positif, en tout cas en termes quantitatifs, pour cette opération. Et l'idée, ce sera évidemment de la continuer en expliquant bien aux jeunes l'intérêt pour lui de faire cette immersion dans un milieu professionnel. Là, encore une fois, pour s'assurer que oui ou non, c'est bien la voie dans laquelle il veut s'engager, aussi pour se frotter un petit peu avec le monde du travail. En tout cas, c'est ça qu'on attend de ces stages. On est encore en seconde et on a encore plein de choix possibles à faire. Marie Debuich, cette question des stages vous en apparaît également au niveau de Proche Orientation. De quelle manière ? Tout à fait. Alors, d'abord, au niveau du relais que l'on a fait auprès des collègues de la région, puisqu'on a accueilli des stagiaires de seconde. On a d'ailleurs eu un peu plus d'offres que de stagiaires, comme vous le disiez. Et puis, à côté de cela, parce qu'on a une convention de stage
complémentaire aux conventions des établissements, qui n'a pas pour but de remplacer, mais surtout de venir en remplacement, de venir en complément quand les établissements sont fermés durant les vacances scolaires, pour permettre, par exemple, au jeune de 3e qui a découvert le métier qu'il ne voulait pas faire parce qu'il est allé dans l'entreprise de ses parents ou du voisinage, eh bien, on lui propose de découvrir un autre métier, une autre entreprise durant les vacances. Donc ça s'adresse aux jeunes qui sont scolarisés, qui ont à minima 14 ans, et ça peut leur permettre de découvrir l'apprentissage de différentes façons, hein. Donc soit en allant en entreprise, soit en faisant un stage dans un CFA, puisqu'on sait que les CFA ne ferment pas en même temps, ne sont pas fermés toutes les vacances scolaires. Donc les CFA peuvent accueillir des jeunes une journée, 2 journées, voire au maximum la moitié des vacances scolaires, donc souvent une semaine sur 2 pendant les petites vacances, pour voir ce que c'est que l'apprentissage. Et ça a un avantage, parce que c'est vrai que c'est important d'aller sur le terrain, et il y a des métiers où c'est compliqué avant 18 ans. Les métiers de la santé, on sait que c'est très porteur, par exemple, mais être accueilli dans un établissement de santé avec tout ce que ça suppose au niveau des risques, au niveau de la vaccination, etc., c'est très compliqué. Donc, on a d'autres biais comme cela qui permettent de découvrir ces métiers. Marie Debuche, c'est une initiative assez unique, sauf erreur de ma part. Ce fait d'avoir à la fois des stages pendant les vacances scolaires, donc ce qui permet aussi une certaine souplesse, une complémentarité, vous l'avez dit, et en particulier ces stages en CFA qui permettent aussi de voir la réalité de l'alternance. Quand on parle d'alternance, il faut voir ce que c'est, il faut comprendre, il faut avoir peut-être aussi suffisamment de maturité, donc savoir se tester. Ça se fait ailleurs, ou c'est vraiment encore une fois, je dirais, une spécificité Hauts-de-France? Alors, j'ai envie de dire, pas à ma connaissance, mais bon, bien sûr, on travaille avec les autres régions, on leur en a parlé, et nous, on est prêts à mettre les outils à disposition pour que ça puisse se faire partout, bien entendu, au bénéfice des jeunes qui sont scolarisés. Une source d'inspiration, donc, une source d'inspiration. Ouais. Arnaud Lefort, je me tourne vers vous. Tout à l'heure, Madame la rectrice Valérie Cabuil pointait l'évidence d'avoir des terrains de stage pour pouvoir mener ces stages à bien. C'est quand même le socle. Est-ce que c'est aussi simple que ça, côté employeur, d'accueillir? Et comment faites-vous? Comment vous mobilisez-vous? Écoutez, à l'évidence, il faut continuer à simplifier cette démarche de recherche de stage. Quelques chiffres qui sont issus d'une enquête collective orientation très récente, donc depuis cet été. 70% des élèves qui recherchent un stage se tournent vers qui? Vers leur famille. Oui, c'est le cercle privé, les connaissances. 70%. Toute la problématique d'égalité des chances. Tout à fait. Alors, en soi, pourquoi pas? Mais la première condition, ce serait que le jeune puisse conserver une démarche proactive dans cette recherche. Et on voit aussi qu'un tiers de ces 70% sont inactifs dans la recherche parce qu'on demande aux parents de rechercher et puis, puis on attend le résultat. Donc c'est une déresponsabilisation et c'est pas ce qu'on attend. Un autre chiffre, c'est que 20% seulement des élèves de la filière générale trouvent un stage via les plateformes. C'est un très bel outil qui est à dispo et il faut continuer à ce que les jeunes se l'approprient et trouvent leur stage via ce moyen. Côté entreprise, oui, Valérie Cabuil, vous voulez ajouter un mot, peut-être sur ce dernier chiffre? Non, pas du tout sur les chiffres, mais en fait, un peu sur la réaction aussi des jeunes. Il faut ne pas oublier la question des mobilités, en fait. Et pour les jeunes, ils vont chercher forcément un peu autour de chez eux, pour des raisons très pratico-pratiques, que l'on peut comprendre, mais qu'il est difficile de dépasser. Du coup, on a des inégalités, effectivement, sociales, des inégalités territoriales aussi qui se profilent. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on doit certainement encore plus travailler. Et la problématique de la mobilité est vraiment un des... si ce n'est le premier frein. Côté entreprise, accueillir, je vais vous poser la question un petit peu différemment, mais accueillir des jeunes, même de seconde, en entreprise, c'est pas si simple. Il faut quand même pouvoir se mobiliser, il faut avoir quelqu'un qui les accueille, il faut avoir le temps, etc. Est-ce qu'il y a des solutions pour les TPE dont parle Armelle Robert? Comment on peut simplifier ça? Nous avons au Clubster soutenu cette année un certain nombre d'associations, dont l'association Toi Demain,
Oui. Qui ont organisé des stages qui ont massifié finalement la capacité d'accueil des entreprises pour les jeunes. Et une PME, une ETI qui va recevoir 1 ou 2 stagiaires, eh bien, en se mettant en lien avec ces associations, va pouvoir recevoir un groupe de 15 jeunes qui vont être pris en charge complètement par l'association, qui va fournir 1 ou 2 éducateurs pendant cette durée de stage, et qui va, dans le cadre de l'entreprise, organiser ce stage de la manière la plus efficace possible, en faisant appel, bien sûr, quand c'est nécessaire, au personnel de l'entreprise, mais aussi en travaillant avec les jeunes sur des problématiques diverses et intéressantes pour eux. Donc l'association, finalement, organise le planning, fait la jonction, enfin le lien entre les jeunes et l'entreprise, et sollicite évidemment l'entreprise pour intervenir ponctuellement. Donc ça soulage effectivement considérablement. C'est quelque chose qui est uniquement sur les Hauts-de-France. Encore, je suis désolé, à chaque fois que je vous pose un peu la même question, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur une terre d'innovation. Écoutez, ça a bien fonctionné dans les Hauts-de-France cette année. Je ne sais pas si ce type d'initiative fonctionne également ailleurs, mais j'imagine. Madame Cabul, allez-y, je vous en prie. Oui, alors je voulais encore partir un peu sur un pas de côté. Dans les difficultés, parce qu'on travaille beaucoup sur la réindustrialisation de la région et donc attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie. Il y a quand même un sujet aussi qui est compliqué, ce sont les entreprises Céveso, qui sont souvent les entreprises qui veulent accueillir des jeunes, mais qui ne peuvent pas trop ouvrir leurs portes pour les stages. Donc là, on a là aussi peut-être une marge de progrès sur des choses à imaginer pour ces entreprises. Et j'en profite parce que je le fais partout. À chaque fois qu'on voit des entreprises chez nous, on dit vous n'embauchez pas un seul jeune, une fille, un garçon. C'est tout simple, c'est tout bête. Si au lieu de prendre un stagiaire, on en prend 2, une fille, un garçon, on multiplie le nombre d'offres par 2. Et puis surtout, on résout peut-être un petit peu la question de l'orientation genrée, qui reste là aussi un problème à dépasser. Armelle Robert, je vous passe la parole. On parle de ces initiatives et surtout de ce besoin de simplifier cette relation entre les jeunes et les entreprises, pour les entreprises de mieux accueillir. Comment vous regardez ça du côté de l'OPCO-EP ? Alors, on voit bien qu'il y a beaucoup d'initiatives. Les exemples que vous donnez sont réels pour faciliter effectivement la mise en relation et la réalisation des stages. Mais il y a encore un travail très important à faire. On n'en parlerait pas là, lors de cette table ronde, si ce n'était pas un exercice à faire. Pour nous, toujours avec notre particularité de très petites entreprises, un sujet qui vraiment traverse les débats de nos commissions paritaires, c'est la question de l'outillage de l'entreprise. Il existe énormément de choses, mais c'est un travail qui est au long cours, parce qu'un dirigeant, quand il se lève le matin, sa première idée, même s'il est très impliqué dans son territoire, très impliqué dans sa rue et dans sa famille, et qu'il va recevoir des stagiaires, tous les codes, ils sont des codes qu'on pourrait échanger ensemble, mais ça ne rend pas l'accueil du stagiaire opérationnel et sécurisé. Et donc, l'OPCO-EP a, dans le cadre d'un partenariat, d'une convention cadre, en fait, qui est signée avec 2 ministères, l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur, on porte un certain nombre d'initiatives qui sont à la demande ou à la proposition de secteurs, de différentes structures. Et on a, sur les métiers de l'alimentaire, eu un projet qui a été réalisé pour créer également un outil en ligne, mais avec tout un outillage, avec des fiches techniques, qui permet en fait aux très petites entreprises de l'alimentaire de pouvoir savoir pas à pas qu'est-ce que je dois préparer avant de recevoir un stagiaire. C'est-à-dire que c'est pas le matin quand on ouvre la porte et qu'il est derrière la porte qu'on se dit « Ah, qu'est-ce que je vais faire avec lui ?» ou avec elle. Vous avez raison, effectivement, madame. Donc c'est une préparation qui doit être faite, c'est un programme qui doit être établi, c'est également un suivi, parce que les jeunes, ils ne viennent pas sans repartir en ayant quelque chose à produire. Il faut aussi que l'entreprise soit très sensible à ça, qu'elle soit préparée à ça. Plus on augmente la volumétrie, ça a été le cas sur l'apprentissage, plus on augmente la volumétrie lorsque l'on fait des stages, plus effectivement on a de personnes qu'il faut outiller pour qu'ils puissent remplir ce rôle
complètement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on connaît si on n'a pas eu l'explication. Donc là, la CGAD, si vous allez sur le site de la CGAD, vous pourrez voir cet outil. C'est une initiative qui se veut pratique et opérationnelle pour qu'effectivement, les dirigeants qui vont se retrouver dans ce cadre-là, ils aient tout l'outillage opérationnel pour comprendre quelle est leur responsabilité, ce qu'on veut amener les jeunes, mais il faut aussi qu'on aide les entreprises dans cette mission-là. C'est très important. Ok, donc allez sur le site de la CGAD, alimentation de détail, pour retrouver ce guide d'intégration. Valérie Cabile, très encore une rapidement. petite précision pour toujours dire qu'on est une région formidable et innovante. C'est bon. Je voudrais citer une initiative qui a été prise autour du bassin minier et qui maintenant s'appelle le comité Grand Artois. Donc c'est en fait des chefs d'entreprise et des chefs d'établissement qui se voient régulièrement et qui discutent de tous ces sujets-là. Et par exemple, ça m'avait marqué, j'avais assisté à une de leurs réunions, c'est justement cette question des stages où nous, établissements, souvent, on demande des formulaires à remplir, des trucs absolument insupportables pour les chefs d'entreprise, on comprend bien. Et en fait, c'était tout bête, mais de travailler là-dessus et que des chefs d'entreprise disent non, mais arrêtez avec vos formulaires et que nous, on donne nos exigences quand même. Oui, mais on veut qu'il ait fait ça, 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 exactement et tout. C'était de façon très sympathique, chacun avançait pour simplifier finalement la vie des uns et des autres et faciliter l'accueil des jeunes en stage. Ok, je vous laisse passer le micro à Arnaud Lefort, parce que j'aimerais bien l'entendre quand même sur un des points, parce que là on parle de la relation jeune-entreprise, etc., bon, de bien se connaître, tout ça. En même temps, il faut aussi du côté des employeurs qu'il y ait un effort sur une meilleure intégration. C'est un petit peu le sens de ce que nous disait Armelle Robert avec ce guide pratique sur l'intégration de l'alternant. Côté entreprise, très rapidement, Arnaud Lefort, comment vous mobilisez-vous au travers du Clubster? Est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques? Oui, alors évidemment, on se rappelle que les jeunes sont relativement informés sur aujourd'hui les possibilités de cursus en apprentissage. Mais pour qu'un jeune fasse un apprentissage, il faut une entreprise en face. Et ces entreprises, il faut qu'elles soient motivées à organiser des formations en apprentissage. Et nous nous sommes dit au Clubster, finalement, il faut qu'on donne envie aux entreprises qui ne pratiquent pas encore ou pas suffisamment l'apprentissage de le faire davantage. Et pour ça, on organise tous les ans un concours qui s'appelle les Pépites de l'alternance et qui consiste simplement à identifier et à mettre en valeur lors d'une soirée de remise des prix qu'on organise avec Madame la rectrice et l'ensemble des parties prenantes régionales, d'identifier les entreprises vertueuses, on va dire, d'identifier les bonnes pratiques en entreprise dans le domaine de l'apprentissage et de les faire savoir, de les faire connaître à d'autres entreprises de manière à ce qu'on puisse s'en inspirer pour essayer de massifier autant que possible cette bonne pratique qui est l'apprentissage. Marie Debuiche, un peu la même question. Côté prochaine orientation, vous intervenez aussi directement auprès des employeurs. Je crois qu'il y a un dispositif spécifique, encore une fois, aux Hauts-de-France, ce sont les ambassadeurs, avec derrière des modalités d'encouragement, on va dire, fiscales. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. Donc, nous avons un dispositif d'ambassadeur des métiers. Donc, ça, c'est pas forcément très original. Je sais bien qu'ambassadeur des métiers, ambassadeur des formations, ça existe un petit peu partout. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dès 2019, après la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, une base de données a été mise en place qui a permis de mettre en relation d'un côté les enseignants et de l'autre côté ces professionnels, ambassadeurs des métiers et des formations, donc bien entendu pour les scolaires, en complémentarité des ambassadeurs proche emploi, des chefs de file proche emploi que vous connaissez pour les actifs. Donc nous avons fait évoluer les choses avec des outils spécifiques et notamment une charte de partenariat avec les fédérations d'entreprises. On a une convention régionale avec les OPCO également et on a avec les entreprises, nous avons des conventions de mécénat de compétences qui permettent de libérer un salarié, par exemple un maître d'apprentissage, j'ai envie de dire, qui va venir accompagner son apprenti, et de bénéficier dans le même temps d'une déduction fiscale de 60% de son salaire chargé le temps de l'intervention. Donc nous avons un réseau
d'environ 2100 ambassadeurs à ce jour, mais on a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'apprentis, puisqu'en fait, bien entendu, c'est un statut qui ne dure pas 1 an, 2 ans, enfin, le temps de la formation. Donc on a besoin de renouveler régulièrement notre vivier d'apprentis, qu'ils soient accompagnés par des maîtres d'apprentissage, qu'ils soient accompagnés par des formateurs, parce qu'on propose aussi des actions clés en main, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Oui, parfait. Merci beaucoup. Armelle Robert, on voit qu'il y a effectivement un terreau favorable, on va dire, à ce rapprochement entre les jeunes et les entreprises. Côté région de France, c'est évident. On en a eu de nombreuses illustrations. Plus globalement, ce rapprochement entre les acteurs se fait, mais il faut l'accélérer. Du côté de l'OPCO, vous avez un certain nombre de mesures qui sont très concrètes. Finalement, ce que vous faites, votre parti pris, je peux parler à votre place, vous allez nous dire, mais c'est quand même de donner à voir, de montrer, de faciliter la rencontre de manière physique. Est-ce que c'est le cas? Et comment? Je crois qu'on va pouvoir regarder quelque chose après. Oui, effectivement, parce que pour le moment, j'ai fait une prise de parole plutôt nationale pour l'OPCO-EP, oui, bien sûr. je suis dans cette région et le délégué régional de Denis Jorel est complètement dans le terrain avec ses équipes pour pouvoir travailler avec tous les acteurs. On a effectivement un partenariat avec vous et l'idée, c'était aussi d'aller plus loin, c'est-à-dire que nos entreprises, elles sont dans tous les bassins, elles sont très petites entreprises, je vous le disais tout à l'heure, et donc l'OPCO-EP a mis en place ce qu'on appelle le Tour de France. Alors c'est un Tour de France qui ne fait pas tout à fait le tour, parce que l'idée c'est d'aller dans les communes, dans les territoires, pour rencontrer nos entreprises qui ne sont pas forcément vues parce qu'elles sont loin des sites d'implantation, qu'elles ne savent pas toujours ce que c'est qu'un OPCO, elles n'ont pas toujours envie de le recevoir en rendez-vous ou pas la possibilité. Et donc on se mobilise pour trouver des moyens d'action pour aller dans ces endroits-là. Et puis, il fallait aussi pouvoir présenter pour certaines de nos branches professionnelles qui veulent faire découvrir leur métier, la capacité à rencontrer les jeunes dans les collèges. Et donc, grâce à vous, et c'est vraiment une action importante qui a été faite avec vous, on a pu entrer dans les collèges avec une branche professionnelle qui est celle du maraîchage. Puis peut-être je laisse tout le monde découvrir. Eh ben, on va regarder le teaser, si on peut lancer les quelques secondes de vidéo. Ça ne saurait tarder. On est déjà bien là, on voit. C'est une filière effectivement au sein de laquelle on manque de bras. C'est une filière qui est relativement peu connue et c'est une filière où il y a, oui, je crois qu'on peut le dire, un certain nombre de préjugés. Je pense qu'en allant voir les jeunes un petit peu partout alentour, c'est travailler sur ces obstacles et peut-être matcher avec un certain nombre de jeunes qui peuvent trouver un métier tout à fait épanouissant dans le poisson. Ouais, ça donne envie de faire qu'est-ce qu'il fait. C'est pas donné à tout le monde de faire des beaux filets comme il a fait. Voilà des témoignages très, très concrets. Donc c'est un petit exemple, un court exemple, parce que nous sommes pris par le temps. Et d'ailleurs, comme nous sommes pris par le temps, on arrive déjà presque au terme de cette table ronde. Si vous souhaitez poser des questions, réagir par rapport à ce qui vient de vous être présenté, manifestez-vous, je vous donne la parole, il n'y a aucun problème. Ah ben voilà, j'ai déjà une question. Monsieur, allez-y, vous avez un micro. Il vous reste incliné, voilà. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Frédéric Delattre. Je dirige, moi, la branche raccrochage de l'association AFEV. Et il y a quelques années, nous avons créé une prépa apprentissage. Les prépas apprentissage, elles ont été institutionnalisées à travers la loi de 2018. Et en fait, elles sont conçues comme un petit SAS avant l'alternance qui permet à des jeunes de préciser un projet professionnel, de réaliser un stage également, mais aussi d'acquérir les compétences transversales qui sont parfois nécessaires pour l'intégration en entreprise. C'est quelque chose qui marche bien, qui a été évalué par la DARES. Si on va sur le site du ministère du Travail, on voit par exemple que la prépa apprentissage est un tremplin pour bien réussir son entrée en apprentissage. Bon, malgré ça, l'État a décidé de supprimer 100% des crédits alloués au prépa apprentissage. Je voulais avoir l'avis des intervenants sur, de votre point de vue, l'idée de pouvoir créer un petit SAS pour permettre l'entrée en apprentissage. Est-ce que de votre point de vue, c'est quelque chose qui peut être pertinent pour limiter les ruptures et pour faciliter l'accès à l'apprentissage pour tous les jeunes? Valérie Cabul souhaite répondre, je crois. Oui, parce qu'en fait, nous aussi, de notre côté, on a fait ça un petit peu. On a ce qu'on appelle des SAS apprentissage.
Alors en fait, parfois on a un peu de mal à recruter parce qu'il y a des petits problèmes pratiques du genre quel est le statut du jeune vraiment à ce moment-là qui peut être un frein. Mais une fois que le gamin est là, accompagné, c'est vrai qu'on arrive toujours sur des débouchés positifs, soit de reprise d'études, enfin c'est souvent sur des jeunes qui sont évidemment plutôt en difficulté, soit de la reprise d'études, soit de l'apprentissage, soit etc. Vous avez raison, on leur apprend les codes, tout un tas de choses qui parfois leur posent encore un tout petit peu problème. Donc pour moi, c'est des opérations qui sont vraiment très très positives, qui ont leur sens, mais voilà, il faut peut-être qu'on arrive à trouver plus clairement un statut d'accompagnement pour ces jeunes. Encore une fois, je redis que l'apprentissage pour un jeune, c'est pas évident parce qu'il dit ah je vais gagner de l'argent, mais sauf qu'à un moment il a 2 endroits différents, il a 2 mobilités différentes. Parfois, faut trouver le logement. Donc l'apprentissage des jeunes, faut aussi l'accompagner, voilà, indépendamment du côté vraiment purement scolaire, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Nous avons 2 autres questions. Peut-être madame d'abord et ensuite monsieur. Alors, Marilyn Cossé, Union Générale des ingénieurs cadres et agents de maîtrise de la CGT. Donc, où sont les jeunes? Je me suis posé la question, parce que je vous entendais beaucoup parler des jeunes, mais on ne les voit pas beaucoup. Et est-ce qu'on a une étude, un baromètre de leurs besoins, de leur envie, de ce qu'ils aimeraient, de la déconstruction des genres, de leurs attentes par rapport à cette alternance et ces stages obligatoires? Deuxième question, vous parliez de vaccination obligatoire, de vaccination. La vaccination, elle est obligatoire pour tous en France, et donc ça n'empêche pas de faire un stage à l'hôpital. À partir du moment où on est mineur, normalement, on est tous vaccinés. Vous parliez aussi d'accompagnateurs, de tuteurs. Avec la densification du travail, moi je me demande comment un tuteur peut efficacement faire un travail d'accompagnement. Donc il faudrait peut-être revoir le travail parce qu'à force d'avoir tué les temps morts, comment accompagne-t-on réellement un alternant, un stagiaire? Donc ça c'est un vrai problème. Et il y a une partie finance aussi, c'est à partir du moment où on est stagiaire, même si la rémunération est minime, la reconnaissance du travail passe par un salaire, même pendant un stage. Voilà, c'est tout ce que Alors, 4 questions. Il y en a une sur l'hôpital. Je crois qu'il y a une incompréhension, hein, il me semble. Mais après, il y a des... Voilà. Bah, oui, allez-y. alors, juste 2 choses. Hein. La première, concernant le nombre... Les jeunes, où sont-ils, hein? Donc, en face de nos ambassadeurs, ils écoutent aussi les webinaires, ils posent des questions, ils participent. En gros... Nous, on a environ 300 000 bénéficiaires de nos actions à ce jour, mais il y a d'autres structures qui interviennent et il y en a bien plus. Hein. Je laisserai la parole à Madame Capul ensuite. Et sur la vaccination, je vais vous dire que sincèrement, il y a beaucoup de structures où c'est à partir de 18 ans et des vaccinations spécifiques, je pense que vous le savez, pour les soignants. Et donc, le jeune ne va pas être autorisé à entrer en service de soins et à accompagner un soignant s'il n'a pas cette vaccination. Mais ça ne dépend pas de moi, je suis désolée. Voilà, pour le reste, je vous laisse la parole. Qui veut répondre pour d'autres aspects? Je peux répondre sur certains points pour quand même confirmer que presque pour tous les métiers, en fait, les entreprises ont un peu de mal à accueillir des jeunes, très jeunes, ce qui fait que nous, on travaille beaucoup sur la mixité des parcours, c'est-à-dire qu'on peut commencer, par exemple, je vais pas prendre le bac, hein, un bac pro, on va commencer à faire la seconde par voie scolaire, peut-être la première, et ne faire que l'année terminale en apprentissage. Ça permet aussi souvent de stabiliser le jeune, c'est-à-dire que s'il y a un accident au niveau de son rapport à l'entreprise ou de quelque chose qui ne va pas, eh ben, on le récupère par voie scolaire. On essaie toujours d'avoir dans un même établissement à la fois la formation par voie scolaire et la formation par apprentissage, par alternance. Vous avez soulevé une question importante, c'est que veulent les jeunes en fait. Et c'est vrai que c'est une question à laquelle on ne répond pas, j'aurais bien du mal à répondre parce qu'on a des études comme ça qui sont là et qui
et sur lesquels on ne peut pas avoir de conclusion si nette parce que tous les jeunes sont différents et encore une fois, ça va dépendre du niveau social, ça va dépendre de l'ancrage territorial, ça va dépendre de plein de choses, du contexte familial. Et d'ailleurs, c'est bien tout notre problème en termes d'orientation, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de reproduction sociale, de reproduction de métiers dans les familles. À chaque fois très souvent, quand je vais en entreprise et que je vois une jeune fille qui est dans une filière métallerie, sidérurgie, forge, tout ça, je lui dis, quand vous êtes arrivé là, alors j'attends toujours qu'elle me raconte. Mon professeur de 3e m'a dit que, à chaque fois, elle me dit oh bah ouais, mais mon papa, il a une petite entreprise là, donc en fait, c'était un peu un truc de famille. Donc on a quand même le poids de l'environnement du jeune qui compte beaucoup. Les métiers, par exemple, la connaissance des métiers, on sait que les jeunes, ils connaissent les métiers qui sont autour d'eux. Donc on en déduit quoi? On en déduit que si la famille fréquente que des avocats et des médecins et des grands, voilà, il connaîtra ces métiers-là. Mais si ne les fréquente pas, ça ne représentera rien pour lui. Ce sera compliqué de se projeter. Donc on a vraiment, il n'y a aucune réponse très simple sur là. Après, sur la question, on est bien conscient que encadrer un jeune en entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas n'importe quoi en fait. Et je pense que les personnels qui prennent en charge un jeune, qui sont tuteurs de ce jeune, oui, c'est quelque chose qui leur prend du temps et qu'il faut savoir valoriser. Je crois que c'est très important que les entreprises puissent le valoriser. C'est facile à moi de le dire, puisque je ne suis pas chef d'entreprise, donc ce n'est pas moi qui paye. Mais il n'empêche que c'est vraiment important que ce soit valorisé dans une carrière. Allez, réponse très très concise d'Arnaud Lefort. Je prends une dernière question parce que je vous l'ai promis, monsieur. J'ai entendu une question du comment fait-on en entreprise pour accueillir ces jeunes. Je vous propose, si vous le souhaitez, de consulter le site des pépites de l'alternance. Et je vous invite à venir à la remise des prix des pépites de l'alternance qui aura lieu mi-novembre et au cours duquel vous pourrez découvrir quelques entreprises qui accompagnent, qui ont vraiment des belles pratiques vis-à-vis de nos jeunes, que ce soit pour le nombre de jeunes accueillis, que ce soit pour la méthode d'accueil, que ce soit pour le tutorat qui est mis en place dans l'entreprise. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. Allez, dernière question. Je vous demande de faire preuve de concision, s'il vous plaît. Merci, Pascal Picot, chargé du plaidoyer pour la FNADIR. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas aller plus loin dans le changement de paradigme? J'entends beaucoup, les jeunes doivent aller vers les entreprises doivent attirer les jeunes aussi. Je pense qu'on a changé de paradigme et je pense que c'est un peu timide ce matin sur la table ronde. Ça a été un peu dit là sur les dernières interventions, mais je crois que le monde a changé et aujourd'hui, c'est pas le jeune qui a la chance d'avoir l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit avoir conscience d'avoir le jeune dans son entreprise. Enfin, je pense qu'il faut... Alors là, je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est parce que je me suis retenue. Mais à chaque fois que je suis... à chaque fois que je suis en présence de chefs d'entreprise, je pense que M. Lefort peut le dire, j'ai dit que le travail, en fait, oui, c'est les entreprises qui doivent venir vers le jeune. Et il ne faut pas négliger le bouche à oreille. Par exemple, un jeune qui n'est pas bien accueilli en stage dans une entreprise, c'est sûr, aucun de ses copains vont y aller parce que ça va se dire et ça va se savoir très très vite. Et on a des entreprises dont on sait les conditions de travail sont difficiles. Je pense par exemple à l'hôtellerie-restauration qui commence à travailler vraiment beaucoup sur la qualité de vie au travail et qui parle aux jeunes autrement parce qu'ils sentent bien qu'ils ne vont pas les garder s'ils les mettent avec des horaires pas possibles et des temps de travail pas possibles. Enfin, dans la limite de la loi, on le sait très bien, mais malgré tout, il y a quand même des contraintes qui sont importantes. Donc ça, je pense que les entreprises font ce chemin-là, mais c'est quand même toute une représentation là aussi à changer. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important qu'on parle beaucoup. Nous, on a les jeunes près de nous. Je ne sais pas pour autant qu'on les connaisse si bien que ça, mais n'empêche, ils sont là. Il faut vraiment qu'on parle ensemble pour échanger sur un petit peu leurs attentes, si tant est qu'on les connaisse vraiment. Et moi, je vous ai promis de vous parler des actions clés en main. Je trouve que ça tombe à pic. Donc, on fait une proposition aux entreprises, aux fédérations d'entreprises, aux partenaires. Faites des actions clés en main. Proposez-nous des actions clés en main pour faire connaître vos métiers aux jeunes. On vous proposera d'intervenir donc dans les collèges, les lycées principalement. Une action clé en main, c'est on définit ensemble un contenu, ensuite on la propose et on dit voilà, j'interviens tel jour, telle heure, dans tel bassin. Donc ça simplifie les choses pour vous, pour les enseignants et pour tout le monde. Effectivement, ça permet de faire connaître aux jeunes, aux amis, aux familles, à la famille et tout le monde. Merci Madame Le Béjou. Vous souhaitiez avoir le mot de conclusion peut-être, Armelle Robert. Non, pas le mot de conclusion, mais je voulais réagir parce que très rapidement. La remarque, c'est comme si les entreprises ne le faisaient pas. Quand on arrive à emmener des entreprises du maraîchage faire le tour des collèges, ça veut dire que c'est quand même dans leur état d'esprit. Effectivement, c'est pas toujours visible
pour l'ensemble des acteurs. Et on est nombreux à aller voir les jeunes. Et donc là, on a aussi, je pense par rapport à la salle qui est représentée aujourd'hui, une question de cohérence et de coordination à avoir pour justement permettre à ces jeunes de bien choisir, bien voir, et que ce soit via les stages, via l'apprentissage, eh bien, c'est que et tous les outils qui peuvent exister, c'est qu'on leur permette de s'y retrouver dans une multitude de possibilités. Maintenant, moi, je vous assure, les entreprises, quand on les mobilise et quand on leur donne l'espace pour le faire, elles viennent et on passe des moments incroyables. Allez, j'ai toujours le mauvais rôle, il faut que j'interrompe des débats qui sont passionnants, enthousiastes et passionnés. Merci beaucoup Valérie Cabuil, merci Marie Debuy, Arnaud Lefort, Armelle Robert, merci beaucoup, on peut vous applaudir. Et je passe le micro à Isabelle Moreau, directrice de la rédaction sociale RH. Merci beaucoup. Merci Cyril. Bien, merci. On a vu le débat était effectivement assez riche. On va passer à la deuxième plénière. Donc, j'invite Nicolas Lagrange qui va l'animer à nous rejoindre. Donc, cette thématique sera comment accélérer la transformation des cursus pédagogiques en apprentissage, un vaste sujet, et comment garantir la qualité des parcours et sanctionner les dérives. Nicolas, c'est à toi. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et tous. Je vais appeler les trois intervenants de cette table ronde à bien vouloir me rejoindre. Patrick Chemin des Compagnons du Devoir et du Tour de France, Philippe Grasso des entreprises éducatives pour l'emploi et de 3E, et Anne-Marie Hinault de la DGCIP. Le quatrième intervenant, Michael Charby, a dû annuler sa participation, en fait, du fait de l'absence de la ministre et de propos détaillés forcément sur le chantier qualité qu'elle n'a pas pu tenir ce matin. Pour autant, on a quand même quelques idées. Il y a déjà eu des expressions publiques, des travaux et des pistes portés par l'ex-Haut Commissariat à l'enseignement et à la formation professionnelle, et on pourra bien sûr en faire état. Bonjour à nos trois intervenants. Je vous propose de faire un petit tour de table pour que vous vous présentiez les uns les autres. On va vite comprendre votre présence ce matin. On commence par vous, Anne-Marie Hinault. Oui, bonjour. Bonjour, donc Anne-Marie Hinault, je suis chargée de mission apprentissage et formation tout au long de la vie auprès de la DGCIP. Et vous avez plus particulièrement, Anne-Marie Hinault, piloté la rédaction, alors je vais faire tout de suite de la pub, piloter la rédaction de la charte pour un accompagnement responsable et de qualité des apprentis des établissements d'enseignement supérieur, et je pilote actuellement le comité de suivi de la charte. Et on aura l'occasion de voir ce que le comité de suivi a pu déjà produire et les réflexions qui sont en cours. Deuxième intervenant, Patrick Chemin, bonjour. Oui, bonjour Nicolas, merci. Donc Patrick Chemin, je suis le secrétaire général des Compagnons du Devoir, donc association de loi de 1901, organisme de formation et CFA, répartis sur l'ensemble du territoire hexagonal, qui forme à peu près 11 000 jeunes en apprentissage dans plus de 30 métiers. Voilà, donc grosse association spécialisée dans la formation dans certains métiers. Très majoritairement, très largement infrabac. Oui, à peu près 75% des jeunes qui nous rejoignent sont des jeunes qui ont un niveau collège quand ils rentrent en apprentissage. Alors Philippe Grasso, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Grasso, je suis le président des 3E, les entreprises éducatives pour l'emploi, qui représentent à peu près 200 000 apprenants, dont une grosse partie d'apprentis, qui est une association regroupant les principaux groupes privés de ce secteur. Et en plus, je suis le président d'un groupe en particulier qui s'appelle EduService, avec certaines marques comme Pigier, l'ISCOM ou l'École internationale Tunon. Merci. Alors, dans sa vidéo tout à l'heure, la ministre parlait d'augmentation des taux de rupture, d'un socle de qualité nécessaire à définir, de davantage de lisibilité à fournir aux acteurs, notamment sur les indicateurs de performance. Tout ça, en fait, fait notre thématique, et on va l'aborder à travers plusieurs éléments, en se posant peut-être d'abord la question, Philippe Grasso, des effets de cette massification de l'apprentissage. On a vu, et beaucoup d'acteurs le disent, ça a un effet de levier, d'ascenseur social, certes, mais est-ce que cette massification ne s'est pas faite quand même, malgré tout, au détriment de la qualité, avec une adaptation des cursus qui n'est pas toujours au rendez-vous, des copier-coller parfois entre la formation initiale et l'apprentissage, des apprentis qui s'adaptent plus au parcours que des établissements qui s'adaptent aux apprentis? Bon, je vais essayer de ne pas faire de généralité.
J'ai envie de dire, je vais commencer par ce qui est le plus probant chez nous, c'est qu'avant tout, la massification, c'est un effet d'efficience. Alors, en termes pédagogiques, en termes de fonctionnement, et ce qui force effectivement les groupes et tous les intervenants à être de plus en plus performants, efficaces, dans le fait de traiter une population de plus en plus importante. Par exemple, effectivement, la délivrance des certifications, la précision dans les certifications, le rapprochement avec les entreprises, tout ça, c'est un énorme travail. Ce qui veut dire effectivement que la massification entraîne une exigence des formateurs, en tous les cas des producteurs, de plus en plus importante. Ce qui fait dire effectivement que vous aurez de plus en plus dans la massification des organismes de plus en plus structurés et organisés qui vont effectivement, je dirais, travailler de manière très proche et qui vont je dirais, accroître l'efficience. Après, il y a des éléments sur la massification que vous venez de souligner. C'est-à-dire l'adéquation de la pédagogie avec une certification envers un titre, effectivement. Est-ce que le fait de faire des copier-coller formation scolaire sur l'apprentissage, bien évidemment, c'est ce qu'on peut appeler un effet d'aubaine. Mais cet effet d'aubaine, il est dû au fait, effectivement, qu'on a eu finalement un décollage de l'apprentissage et des réformes extrêmement rapides, qu'il y a eu le fait, effectivement, qu'un certain nombre d'organismes, et là, dans les organismes, je fais un éventail très large, ça part du public jusqu'au privé, dans l'ensemble, qui a fait qu'effectivement, tout le monde a été attiré par cette pédagogie-là, en tous les cas, par ce financement, j'ai envie de dire, dans ce cadre-là, de cette organisation. Et il est vrai qu'un effet très simple a été de prendre une pédagogie scolaire classique et de lui mettre un panneau alternance ou apprentissage. Ça, c'est un effet d'aubaine. Il y en a d'autres, mais en particulier celui-là, on peut le souligner. Ce qui a amené aujourd'hui, ce qui nous a amené à réfléchir, d'ailleurs avec le MESRI, avec le ministère du Travail, sur une notion de formation ou d'établissement à vocation professionnelle, c'est-à-dire dans lequel l'ensemble de la chaîne de production est dans le cadre de la professionnalisation et dans cet ensemble-là. Mais il y a d'autres effets d'aubaine, bien évidemment. Merci, on verra comment 3E aborde ce chantier de la qualité. Patrick Chemin, êtes-vous d'accord sur le constat d'un certain nombre de dérives? On aura l'occasion cet après-midi, d'ailleurs, avec Stéphane Rémy de la DGEFP, d'évoquer des fraudes qui, de plus en plus, vont sur le terrain pédagogique. Oui, alors il y a forcément des fraudes et des abus constatés. C'est toujours un sujet délicat parce que finalement, quand on aborde ça devant une assemblée comme la vôtre, il y a plein d'acteurs autour de la table et il faut des fois être prudent dans l'approche qui peut être la nôtre. Alors moi, je suis prudent sur une chose, c'est que finalement, il y a deux façons de la voir. La chose, c'est soit finalement, je fais du politiquement correct et puis je n'apporte pas de surplus au débat, ou alors on met les pieds dans le plat de manière un peu moins vertueuse peut-être, et puis c'est difficile. Moi, j'ai plutôt tendance à présenter les choses de la manière suivante. Je vais plutôt poser une question, en fait. C'est la question que je me pose moi et que nous posons, nous, sur ces systèmes de massification, voire même de mixité des publics, finalement. Parce que quand on parle de massification, il y a aussi ce sujet de mixité des publics. Quelle est finalement la limite que l'on se donne? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est une pédagogie adaptée? Est-ce que c'est une capacité à être en relation avec l'entreprise? Parce que je rappelle quand même que l'apprentissage et l'alternance, c'est 3 acteurs. Hein. C'est le jeune, l'entreprise et le centre de formation. Alors moi, j'ai envie de vous retourner ces questions-là précisément parce que vous mettez le doigt notamment sur la mixité des publics. Est-ce que déjà vous considérez qu'il y a une pédagogie spécifique de l'alternance? Et si oui, comment cette pédagogie doit-elle être dispensée? Est-ce que ça passe pour certains des modules pédagogiques par une absence de mixité, alors que pour d'autres, elle pourrait être justifiée? Oui, bien évidemment. Alors je pense qu'il y a, c'est comme tout, finalement, le ruban pédagogique qui nous permet de faire de l'alternance de A à Z sur une période longue peut être adapté avec aujourd'hui des modes hybrides. Hein. Finalement, on va faire du distanciel. Voilà, il y a des choses qui évoluent. On va parler d'intelligence artificielle demain, enfin aujourd'hui et demain. Je pense qu'effectivement, certaines activités permettent de mettre peut-être 60, 80 élèves dans un amphi, par exemple. Par exemple alors moi, je ne suis pas un spécialiste de certaines formations de certains niveaux, mais je veux dire, aujourd'hui, si vous prenez une thématique basique de 2 heures d'intervention sur un sujet culturel, par exemple, vous pouvez tout à fait avoir un intervenant qui va s'adresser à 80 élèves dans un amphi. Par contre, dès que vous touchez à la structure compétence du métier, technicité du métier,
Là, il y a une nécessité en alternance d'être dans cette relation avec l'entreprise en permanence et de pouvoir faire des allers-retours avec le jeune sur qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que je complète, etc. Et donc, ça demande finalement des moyens et une présence plus accrue. Et on voit bien que dans le développement de l'apprentissage, alors nous, on a toujours eu la relation à l'entreprise, mais on voit bien que même nous, étant un acteur proche de l'entreprise, on a besoin d'intensifier ce contact. Et on le disait tout à l'heure sur la plénière d'avant, il y a un besoin de qualifier finalement cette relation pour faire de la qualité dans l'apprentissage. Encore un mot, à contrario, il y a une diversification des profils qui est une vraie difficulté et qui implique d'individualiser certains parcours, peut-être effectivement d'avoir des prépositionnements qui soient plus efficaces. Et ça, l'individualisation, avec des promos d'une certaine taille, ça devient compliqué. Oui, bien évidemment. De toute façon, alors l'individualisation, c'est de prendre en compte les prérequis à la base nécessaires à l'entrée en apprentissage dans le cadre d'une certification. Il y a toujours le problème du nombre, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des métiers dans lesquels on peut aller très vite dans cette partie individualisation au niveau du parcours, et puis il y a des métiers dans lesquels on est obligé d'avoir des effectifs plus faibles. Et donc du coup, on en revient après à la partie du modèle économique, du coup, c'est-à-dire quelle limite je fixe entre ma capacité à individualiser dans certains métiers, dans certaines branches, dans certaines compétences, pour pouvoir faire à la fois de la qualité, mais aussi être en équilibre économique au niveau des structures. Philippe Grasso. Oui, il y a deux choses. Il y a, dans un premier temps, le profilage. C'est-à-dire qu'avant l'individualisation, c'est-à-dire quelle est la typologie effectivement des élèves que nous avons en face de nous. Ça, c'est une première chose, et c'est le profilage qui pose problème dans un premier temps. En tous les cas, ce qui définit l'individualisation. L'individualisation, c'est autre chose. L'individualisation, c'est quand à un moment donné, et notamment sur les soft skills, vous allez devoir adapter les jeunes à une certaine exigence du marché. Mais ce n'est pas une individualisation au sens pédagogique constant du terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire, par exemple, un cours de droit social individuel. Ça ne sert à rien. Il faut, dans ce cadre-là, c'est quelle est la capacité d'absorption d'une population par rapport à une problématique. Donc ça, c'est la partie profilage sur laquelle vous adaptez. Et derrière, une individualisation parce que vous allez guider une certaine typologie de jeunes dans l'individualité parce que, par exemple, ils ont un décalage culturel, ils ont une adaptation à l'entreprise, et là, vous allez devoir le travailler. Et dans cet aspect-là, la partie digitalisation, la partie, et on travaille beaucoup sur la partie, notamment avec des labos de recherche sur ce thème-là, sur tous les effets de travail sur les soft skills, qui vont améliorer considérablement, effectivement, la perception qu'on a vis-à-vis du jeune et ce qu'il peut avoir vis-à-vis de la profession. Alors, un certain nombre de constats, quelques questionnements qui émergent. Face à ça, comment les acteurs, quelles sont les propositions des différents acteurs, quelles sont les initiatives qui émergent, quelles sont les évolutions réglementaires à prévoir? Alors, premier élément, Anne-Marie Hinault, la charte. La charte, alors son titre exact, c'est pour un accompagnement responsable et de qualité des apprentis des établissements d'enseignement supérieur, octobre 2023. Entre-temps, il y a eu un comité de suivi à la mi-mars qui s'est réuni. Est-ce que vous pouvez, juste avant d'évoquer les sujets de réflexion, nous rappeler qui fait partie de cette charte, qui est partie prenante et quels sont les objectifs? Parce que c'est une démarche plutôt volontariste et pas contraignante. Oui, et avant peut-être de parler de la charte, j'aurais voulu quand même rebondir, si c'est possible, sur les interventions, puisqu'on a opposé potentiellement massification, qualité, et pourquoi on a parlé de dérive et peut-être pas d'ascenseur social. Moi, j'aimerais revenir quand même sur le début. Et puis, de toute façon, c'est en lien avec la charte, donc ne vous inquiétez pas. Parce que la hausse de l'apprentissage, elle est tirée par les effectifs du supérieur. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais c'est important de le savoir. Et que l'apprentissage bénéficie d'une nouvelle image très positive dans le supérieur. Je tiens à le dire parce que les profils sont très variés. On n'a pas un profil d'étudiant, nous avons des étudiants. Et l'apprentissage, ça leur permet, pour celles et ceux qui souhaitent choisir cette voie, de s'insérer professionnellement, d'avoir aussi une opportunité de suivre des études, et parfois longues, tout en étant rémunérés. Parce que ça, c'est un problème des étudiants qui doivent travailler à côté de leurs études, et quand on a des résultats en licence 3 pas toujours positifs, c'est souvent parce que les étudiants doivent aussi travailler à côté. Donc l'apprentissage, c'est une voie qui permet vraiment, qui peut être considérée comme un vecteur d'ascenseur social. Donc plus tard, je peux parler des exemples, mais il y a un très bel exemple qui est celui du bachelor universitaire de technologie, mais j'en parlerai plus tard si vous le souhaitez. Et donc devant cette massification,
dont on peut se réjouir. Hein. Il est clair que le ministère de l'Enseignement supérieur s'est posé la question de la qualité. Voilà, de la qualité des parcours, la sécurisation des parcours. Et c'est dans ce contexte, parce qu'il existe, on le sait, hein, le processus Calliope, de certification Calliope, il n'a pas été considéré comme suffisant. On a besoin de le compléter, parce que Calliope, on est sur des processus de certification qui ne prennent pas en compte justement la pédagogie. Donc c'est pour cette raison qu'on a souhaité, au niveau de la DGZIP, constituer un groupe de travail autour des problématiques de qualité et donc de rédiger cette charte, et qui réunit alors aujourd'hui, enfin je ne sais pas s'il faut que j'indique tous les acteurs, hein, ils sont très très nombreux, mais en tout cas ça pourra leur faire un peu de pub, hein, ont participé à la rédaction de cette charte et sont également inclus en tant que membres du comité de suivi, eh bien, des représentants des conférences et réseaux de l'enseignement supérieur, FU, FCU, ADUT, IAE France, CDFI, CGE, CDFM, ANASUP, ANAF. Également des branches avec les OPCO, c'est l'OPCO Atlas qui représente l'ensemble des OPCO, et on a aussi des branches professionnelles dont certaines sont présentes ici et prendront la parole tout à l'heure. Alors, il y avait plusieurs objectifs qui étaient 1, de mesurer la diffusion de la charte, 2, l'adhésion, 3, l'impact, et 4, définir une feuille de route avec un plan d'action qui consistait majoritairement, on va dire, à diffuser des bonnes pratiques, parce que la charte n'est pas prescriptrice. Voilà. Travaux à la mi-mars du comité de suivi, première enquête auprès des différents réseaux pour connaître la diffusion et la promotion, et vous avez commencé à lister des mises en œuvre de la charte qui pouvaient être un peu originales et un peu atypiques. Oui, tout à fait. Et j'insiste sur ce que vous avez évoqué, à savoir que c'est une charte qui n'induit ni contrôle ni audit a posteriori. On est sur un engagement, on est bien d'accord, un engagement et une responsabilisation de l'ensemble des acteurs. On a parlé tout à l'heure de pédagogie, mais il s'agit de professionnaliser l'ensemble des acteurs de l'apprentissage. Donc, ce n'est pas seulement les apprentis, hein, c'est l'ensemble des acteurs. Donc oui, on a relevé un certain nombre de bonnes pratiques, parce que l'idée, c'est d'échanger autour de ces bonnes pratiques et de les mettre en perspective. Donc, quelques exemples de la charte. Elle a été, dans un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur, votée en commission formation et vie universitaire. Donc, c'est un signal fort. C'est un symbole, mais aussi un signal fort de prise en compte. Elle a été intégrée dans le cahier des charges de responsables de formation, également dans le livret de rentrée des apprentis. Elle a été également intégrée dans des conventions de partenariat qui lient CFA et OPCO. Donc peut-être que certains d'entre vous ici présents en ont connaissance. Également dans la charte d'adhésion à des fédérations professionnelles. Et ça c'est important parce que là je reprends cette notion qui me semble importante sur la professionnalisation des acteurs d'alternance. Elle a aussi été utilisée pour construire des sessions de formation des maîtres d'apprentissage. Parce qu'on parle bien de formation des uns et des autres, et on pourrait l'élargir à la formation des tuteurs pédagogiques et académiques dans les établissements. Alors, il y a un certain nombre de réflexions qui sont en cours aussi sur quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut promouvoir ou pas. Il y a notamment une bonne pratique, c'est 2 visites par an pour chaque apprenti au moins, de la part du tuteur pédagogique en CFA, dans les 2 mois du début et 2 mois avant la fin. Et ça, d'ailleurs, contrairement à une idée reçue et assez répandue, aujourd'hui, la loi ne dit rien sur le nombre de visites minimales et le moment où elles doivent se faire. Oui, ça c'est un point sur lequel l'ensemble des experts terrain de l'apprentissage qui ont rédigé de manière consensuelle cette charte se sont mis d'accord. 2 visites minimum, comme vous l'avez dit, hein, 2 rencontres, on va dire, entre le maître d'apprentissage et le tuteur pédagogique ou académique. Vous n'êtes pas exprimé sur le format des rencontres? Le format, il peut être mixte, ça peut être, on peut imaginer, là c'est pas prescriptif dans la charte, parce que je rappelle que la charte, elle comporte une trajectoire de la qualité avec un socle, c'est-à-dire le minimum, la valeur minimale d'engagement, et puis il y a ensuite des jalons et une cible, l'exigence la plus haute, à co-construire entre les différentes parties prenantes. Sur le socle, effectivement, on est parti sur ces 2 rencontres. On peut imaginer une première rencontre in situ pour bien vérifier les conditions d'accueil de l'étudiant ou apprenti sur site,
les conditions matérielles, l'adaptation également du contenu des missions à la formation. Je me base ici sur les fiches RNCP qui indiquent un certain nombre de compétences qui doivent être acquises tout au long de la formation. Et puis, ça permet également, potentiellement, de voir des difficultés et d'éviter des ruptures difficiles. Voilà. C'est pour éviter les ruptures. Patrick Chemin, vous vous êtes penché il y a quelques années déjà sur l'étroitesse de la relation entre le CFA, l'entreprise et l'alternant, avec notamment une démarche API, A2PIE, apprentissage par l'immersion en entreprise, qui consistait à envoyer le formateur sur des demi-journées ou des journées très régulièrement dans les entreprises des apprentis. Donc moins de temps en CFA, plus de temps en entreprise. Alors peut-être quelques mots sur cette expérimentation et surtout sur les enseignements que vous en avez tirés et que vous pourriez en tirer pour l'avenir. Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que ce format-là est ouvert à des jeunes qui sont en profil post-bac, parce que ça nécessite finalement une certaine forme d'autonomie. Et donc par l'apprentissage de jeunes qui sont un petit peu plus matures, on a une relation entre le CFA et l'entreprise qui est plus facile à mettre en œuvre. Ce profil, effectivement, c'est de faire en sorte que le CFA puisse, j'allais dire, remédier à des compléments de formation spécifiques à l'apprentissage du métier. Et c'est le formateur qui, dans sa grande partie de formation, accompagne le jeune sur son poste de travail, en fait. Alors, ce ne sont pas des demi-journées, ce sont des journées complètes. Et ce qu'on a retiré de cette expérience, finalement, c'est qu'il a fallu adapter le profil de formation, adapter à tout ce qui est aujourd'hui nécessaire, c'est-à-dire la RSE, la RSO, la transition écologique et la mobilité. C'est-à-dire que finalement, dans les nouveaux profils de cette formation API, le jeune part 3 mois en mobilité longue avec Erasmus, de manière à commencer à anticiper sa démarche d'initiative de prise de culture dans un pays différent et un apprentissage du métier différent. Donc c'est plutôt des profils qui sont très moteurs, qui réussissent bien, qui permettent aussi une insertion durable en fait, dans la profession et dans le métier. Donc on va sortir de toute façon de l'expérimentation. La difficulté par contre de ces parcours, c'est qu'il faut des effectifs relativement restreints, parce qu'un formateur ne peut pas accompagner 20 jeunes avec les déplacements nécessaires et la relation à l'entreprise. Et puis, il y a aussi une problématique, c'est que l'entreprise doit ouvrir ses portes à un formateur d'un CFA, et ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas cette culture. Et puis, il y a une question aussi de responsabilité et d'assurance. Quand vous vous déplacez sur un chantier ou dans une entreprise, on doit vérifier que les conditions de travail sont absolument optimum, que la sécurité soit présente. Enfin, voilà, donc il y a tous ces aspects-là. Mais je pense que ça contribue vraiment à un échange fort entre l'apprentissage du métier, la valorisation qu'on apporte vis-à-vis du jeune qui se forme et l'action du CFA qui vient dans l'entreprise. Philippe Grasso, on a évoqué plusieurs éléments. En fait, cette question de la qualité, elle embarque énormément de sujets. Elle embarque aussi le sujet du profil des formateurs. Alors là-dessus, quelles propositions pourraient être faites pour rapprocher peut-être les formateurs davantage du monde de l'entreprise et avoir des profils peut-être plus homogènes, bien que cette question, elle ne se réglemente pas vraiment facilement? Non, c'est un sujet, effectivement, c'est un sujet. Mon ami Patrick vient de parler d'un élément qui est très important, qu'on appelle aussi la FEST, formation en situation de travail. Je pense que si on devait aboutir à quelque chose d'idéal dans la partie apprentissage, c'est ça. C'est-à-dire le formateur qui est capable effectivement d'accompagner le jeune en situation de travail, d'apporter quelque chose et donc de suivre effectivement le jeune dans sa situation d'apprentissage. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est dans la définition même, je dirais, de la pédagogie de l'apprentissage. C'est comment je peux être le plus près possible de l'entreprise tout en ayant mes capacités pédagogiques. Et ça, la partie pédagogique est fondamentale. Il n'y a qu'un formateur formé qui peut l'avoir. Ce n'est pas un entrepreneur qui peut être pédagogue. Aujourd'hui, au RNCP, il n'y a pas de certification de formateurs en CFA. On en parle beaucoup. On parle d'un décret qui devrait sortir sur la certification des certificateurs, c'est-à-dire des gens qui viennent certifier. Pourquoi pas Oui, oui, c'est peut-être un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois
la perspective à moyen terme d'avoir une certification pour les auditeurs Calliope, Oui. qui est une des pistes évoquées par le groupe de travail. Il y a aussi un décret en préparation dans les prochains mois sur les responsabilités des certificateurs à l'égard des organismes de formation habilités Absolument. pour renforcer Oui. leurs obligations. Oui. Mais là, finalement, quand on parle des missions du formateur, aujourd'hui, même s'il y a des tentatives au répertoire spécifique, il n'y a pas au RNCP. Non. Donc, que peut faire l'établissement de formation, le CFA, pour mieux qualifier, selon vous, son formateur? Alors, pour être précis, que ce soit les acteurs de la compétence ou la FNEP, tous les deux travaillent sur le thème, effectivement, de la certification des formateurs. C'est un sujet. Ils ont déposé, je crois, des projets. J'appartiens aux deux, donc je sais effectivement qu'il y a eu des projets là-dessus. Après, derrière, il y a une définition doctrinale par le RNCP lui-même. Qu'est-ce que je suis en mesure de certifier ou pas? Donc ça, c'est autre chose. Mais il y a ce sujet-là. Maintenant, sur la certification des formateurs, j'ai envie de dire, au-delà de la partie réglementaire, il y a le travail du CFA aussi, de l'organisme. Aujourd'hui, les organismes, un des rôles des organismes de formation dans ce cadre-là, c'est bien évidemment de former leurs formateurs. Alors, on les forme pédagogiquement, d'autant plus que nous faisons appel à des professionnels. Plus la pédagogie va être proche de l'entreprise et donc faire appel à des professionnels, et plus vous avez un besoin de pédagogie de ces professionnels. Parce qu'un professionnel connaît très bien son métier, mais n'est pas un pédagogue. Donc vous avez tout un travail d'accompagnement dans ce cadre-là. Et tout ça se fait effectivement dans le cadre, j'ai envie de dire, du fonctionnement global. Et France Compétences, parce qu'il faut quand même revenir sur Calliope, sur France Compétences, ça a été beaucoup décrié. Mais le travail qui était fait par le ministère du Travail, et notamment par France Compétences en termes de hausse des niveaux de qualité, des exigences, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un travail énorme, une application, et ça bouge de tous les jours, cet aspect-là. Et donc aujourd'hui, on est dans une réglementation qui est de plus en plus qualitative, de plus en plus exigeante. Le nombre de contrôles que nous pouvons avoir sur les formateurs, que nous pouvons avoir à tous les niveaux, à ce niveau-là de qualité, est énorme. C'est-à-dire que c'est très, très, très important. Et ça sera un des sujets de la table ronde de l'après-midi. Anne-Marie Hinault, vous vouliez Oui, rebondir? c'est peut-être pour revenir sur ce qui a été dit, on parlait de la FEST, mais d'autres, tout simplement rappeler que les maîtres d'apprentissage en entreprise et les tuteurs pédagogiques ou académiques en établissement sont co-formateurs. Donc c'est travailler sur cette co-construction, accompagnement de qualité avec le livret qui ne soit pas rempli simplement en RAS. On parlait de rencontres ou de suivi. C'est pas simplement se dire oui, on s'est téléphoné, on a mis RAS, tout va bien. C'est vraiment derrière de travailler sur l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement. Et donc là, il y a des travaux à faire, à mener, peut-être avant d'arriver sur une fiche RNCP d'un formateur, des travaux. Et j'insiste aussi sur le fait que la pédagogie d'alternance, sur laquelle je ne suis pas intervenue, elle favorise, c'est le cœur de la définition, elle favorise la réflexion, la réflexivité sur l'acquisition des compétences. Et donc, il faut penser à une pédagogie intégrative et non pas juxtapositive. Ça reprend, je rejoins ce que vous avez dit au début de votre intervention, la première intervention. Donc, il faut vraiment qu'on relie monde de la formation, monde du travail, pour que le jeune soit en capacité de se développer, mais toujours sur cet aller-retour entreprise et formation. Patrick Chemin, puis Philippe Grasso, très court. Allez-y, je vous en prie. Oui. Patrick Chemin. Excusez-moi. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que finalement, dans ce lien qui est fait entre le formateur, la compétence du formateur et l'entreprise, nous, on a un parti pris en interne qui est de faire en sorte que de jeunes formateurs qui sortent du monde de l'entreprise sont accompagnés en interne avec des modules spécifiques de la connaissance de la pédagogie. Et nous, on parle plutôt de partir sur l'accompagnement des savoir-faire en maître-élève, finalement, qui se transforme en animateur, pour animer tout ce qui est nécessaire connaissance, etc., dans l'activité professionnelle. Et les formateurs que nous avons en interne, nous, font des allers-retours avec l'entreprise. C'est-à-dire que ce ne sont pas des formateurs qui deviennent formateurs de métier. Alors, on en a quelques-uns qui sont spécialisés dans des activités particulières, quand on parle de formation continue, par exemple, ou de développement des compétences. Mais quand on est dans le cadre de l'apprentissage d'un métier, nos formateurs sortent de l'entreprise, ont une mission de 3-4 ans, reviennent vers l'entreprise. Voilà, donc il y a une espèce d'animation comme ça, de parcours dans l'entreprise et d'aller-retour, en fait. Philippe Grasso, pour promouvoir un certain nombre de bonnes pratiques, vous êtes en train d'élaborer un référentiel pour 3E.
référentiel pas encore finalisé, mais vous visez une finalisation des travaux pour la fin du mois et une publication après la mi-novembre. Dans ce référentiel, déjà, en quoi sera-t-il engageant? Quelles seront les conditions d'adhésion au référentiel? Et si vous pouviez nous donner 2-3 exemples de pratiques qu'il peut promouvoir et comment pousser ces pratiques? Alors ce référentiel, la réflexion que nous avons menée est issue du travail que nous avons réalisé avec la DGCIP au niveau des groupes de travail, notamment sur toute la réflexion sur le label. Nous nous sommes rendus compte effectivement dans ce cadre-là qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient aujourd'hui, qui pourraient être favorables effectivement à un croisement des exigences du ministère du Travail et du ministère de l'Enseignement supérieur. Dans ces éléments-là, nous avons souhaité instaurer ou les faire porter par une conférence, ce qu'on appelait le CESPA, donc la conférence des établissements d'enseignement supérieur à vocation professionnelle. Et ce terme est important parce qu'on s'est rendu compte dans le travail que nous avons réalisé qu'il y avait finalement je dirais un endroit, un vide, un creux, qui était que l'enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement supérieur voulait aller vers la professionnalisation, mais ne savait pas très bien comment faire. Et de notre côté, nous avions le ministère du Travail et France Compétences qui voulait aller vers la pédagogie, mais ne savait pas non plus comment faire. C'est-à-dire de réunir les deux. Qu'est-ce que ce référentiel apporte par rapport à la charte? Et on va parler du label dans quelques instants. Non, sans parler du label, déjà la charte, c'est une charte d'adhésion. Tout à l'heure, nous parlions de la charte qui a été mise en place par la DGCIP. Ce sur quoi d'ailleurs j'avais mis un petit mot en disant je ne comprends pas comment nous, représentant 200 000 apprenants, on n'est pas convoqués, on ne travaille pas sur la charte. C'est quand même un peu spécifique. Et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait vraiment deux mondes. Il y avait le monde de l'enseignement supérieur d'une partie, il y avait le monde professionnel, on va simplifier ça, le monde du travail, et que les passerelles n'étaient pas évidentes. Donc une fois que j'ai compris ça, je me dis, mais finalement, donc la charte, premier élément, c'est la transparence. Je crois que ça, c'est un point très important. Transparence de ce que font les groupes d'enseignement privé. Donc là, la charte, elle est faite pour l'enseignement privé, entre guillemets, ce qu'on appelle toute la partie à vocation professionnelle. Donc la transparence, une communication claire, des engagements en termes de structuration, de gouvernance, des garanties quant à la pérennité des établissements. Donc un ensemble d'éléments qui va encadrer, qui a pour vocation d'encadrer cette activité-là, et derrière, la mise en place effectivement de pédagogie, de structures spécifiquement pour développer les enseignements à vocation professionnelle dont nous parlions sur la partie pédagogique. Oui, et l'adéquation aussi au titre RNCP, parce qu'on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais on a parfois des intitulés de formation qui non seulement ne reprennent pas l'intitulé RNCP, mais qui s'en éloignent s'agissant du référentiel. Alors ça pose une autre question, et j'aimerais faire un dernier tour de table avant de passer la parole au public. C'est finalement... si on se dit qu'aujourd'hui le référentiel Calliope n'est pas apte à saisir, à appréhender la qualité des parcours pédagogiques, ça y contribue un peu, mais pas de manière essentielle. Quelles sont, selon vous, réponse rapide de chacun de vous, quelques suggestions, quelques préconisations d'indicateurs, au-delà de ce qu'on trouve aujourd'hui dans Insert Jeune, Insert Sup, qui évolue, qui pourrait permettre de mieux capter cette qualité des parcours. Patrick Chemin? Alors déjà, ce que je voudrais peut-être repréciser à ce niveau-là, c'est qu'il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on appelle la capacité de relever les indicateurs et de vérifier quelle est cette forme de qualité en fait. Parce qu'il y a, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une multitude d'acteurs, qui sont très larges, qui ont tous légitimité finalement à contrôler. Enfin, je sais pas, nous aujourd'hui en tant que CFA, on est tout à fait enclin à être contrôlé, audité de la qualité que l'on fait, c'est évident. Maintenant, il faut prendre en compte la multiplicité aussi des activités. Alors nous, on est particulier, c'est qu'en plus, nous, on a des contrôles habitat jeune, des audits habitat jeune, parce qu'on fait de l'hébergement. Donc finalement, tous les mois, on a des audits. C'est comment on peut effectivement trouver le moyen de rassembler des choses pour éviter qu'on ait trop d'audits en fait, qui d'ailleurs ne se complètent pas toujours. Dans Insert Jeune, il y a le calcul de la valeur ajoutée de l'établissement sur le taux d'emploi attendu, le taux d'emploi constaté. Est-ce que cet élément-là vous paraît intéressant pour
attester de la qualité d'un parcours, même si là, on mesure surtout le CFA, mais il y a aussi l'entreprise, il y a plein d'autres éléments, indicateurs qui doivent être pris en compte. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Et comment, vous, en interne, vous faites justement pour interroger, peut-être mieux interroger les parties prenantes pour avoir ces remontées sur la qualité des parcours? Alors bien évidemment, nous on n'a pas attendu qu'il y ait des organisations comme InsertJeune pour essayer de mesurer ce que l'on fait. On mesure alors ce qu'on appelle basiquement de la satisfaction client. Enfin, on a beau être CFA et Compagnons du Devoir, il faut qu'on mesure quand même effectivement, comme vous le disiez, la satisfaction de nos parties prenantes. Donc on a au niveau de la direction administration chez nous, tous les X mois ou années, on mesure effectivement la satisfaction des jeunes, la satisfaction des familles, la satisfaction des entreprises. Voilà, donc on a déjà ces données-là. Après, sur la formule InsertJeune, je pense que d'avoir une formule globale qui donne des indicateurs, oui. Par contre, il faut qu'on soit d'accord sur l'entrée de données des indicateurs. Parce que je pense que déjà, il y a un travail peut-être. Il faut certainement se remettre autour de la table, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord là-dessus. Comment on mesure, comment on calcule? Voilà, de quoi on part. En fait. Quand on parlait de rupture tout à l'heure de contrat, c'est de la rupture brute, c'est quoi Qu'est-ce qu'on affiche et où, d'ailleurs? Et également, dans les questions posées. Philippe Grasso, votre réponse sur cette question des indicateurs existants et de nouveaux indicateurs ou manières de mesurer? Il est bien certain que le taux d'insertion est un élément important à relativiser avec la provenance des jeunes. Ce qui est important aussi à souligner dans le cadre du développement de l'apprentissage, c'est qu'un des effets de l'apprentissage, de la loi de l'apprentissage, c'est que ça a complètement restructuré, j'ai envie de dire, l'enseignement supérieur. Restructuré au sens où, effectivement, vous avez toute une frange de population qui n'avait pas accès à l'enseignement supérieur et qui, aujourd'hui, y ont accès. Et, objectivement, vous ne pouvez pas, comme aujourd'hui, je dirais, faire des cours en amphi, comme j'ai connu, moi, il y a 30 ans, où le prof arrivait, posait son polype sur la table, et débitait son cours, et puis on avait l'examen au mois de juin. Cette population nouvelle arrivant aujourd'hui à l'enseignement supérieur, ce n'est pas celle-là. Elle est complètement différente. Donc elle a besoin d'être abordée d'une autre manière. Et là, les indicateurs de qualité qu'on peut mettre en place, ce sont des indicateurs qui vont, par exemple, améliorer toutes les compétences comportementales des jeunes, leur capacité, effectivement, à aborder ces enseignements, mais aussi tous les efforts en termes de moyens que vont faire les CFA pour se mettre au niveau à cette disposition des jeunes. Et là, c'est la courbe d'expérience positive, effectivement, qu'on espère des jeunes, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met comme moyen pour faire en sorte, effectivement, de rendre nos enseignements attractifs pour cette typologie de jeunes. Anne-Marie Hinault. Oui, je pense que je vais être d'accord avec vous sur le fait qu'il faut mieux qualifier, objectiver les données. On est d'accord, il faut partager collectivement cette qualification, se dire, s'accorder sur ce que les indicateurs recouvrent, mesurent. Parce que là, c'est une vraie question sur laquelle on doit effectivement travailler autour d'une table. Pour le taux d'insertion, je suis d'accord avec vous, il faut parler peut-être plus de taux de transformation en emploi, identifier le type d'emploi, le métier de l'apprenti à la sortie de la formation, en lien ou pas avec la fiche RNCP, et la durée de l'emploi. Et pour la partie taux de rupture de contrat, de la même manière, je crois qu'il faut vraiment préciser le type d'accompagnement proposé et le corréler donc à un taux de réorientation, de signature de nouveau contrat ou d'abandon. Parce qu'à la rupture de contrat, ce n'est pas nécessairement synonyme d'échec. Ouais. C'est ça aussi. Peut être un choix de réorientation vers une réussite. Un dernier mot avant de prendre 2-3 questions de Marie Hinault. La question du label a été évoquée depuis juin 2024. Bon, il n'y a pas eu de nouvelles réunions, mais c'était cette idée, peut-être dans la foulée, dans le prolongement de la charte, de se mettre d'accord sur un label. Alors, label par formation, label par rétablissement. Aujourd'hui, c'est pas tranché, les travaux sont en plan, si on peut dire. Oui, je vais tout simplement reprendre les propos de mon ministre Patrick Hetzel, qui à EF Info a dit, donc je le cite, « Le chantier de la régulation par l'État n'est pas abandonné, au contraire, nous allons le traiter par étapes. » Voilà, merci pour ces précisions. Alors, qui est-ce qui souhaite réagir, proposer, commenter, questionner par rapport à cette question de la qualité et des indicateurs? Alors, monsieur, je vous en prie, je veux bien que vous vous présentiez. Oui, question courte. Bonjour, Giovanni Frattini, directeur de la Maison des Apprentis des Hauts-de-France et vice-président de l'Union régionale pour l'habitat jeune.
Moi, sur la garantie de la qualité, la petite question, c'est pourquoi on n'évoque pas l'accompagnement social et santé dans la sécurisation du parcours de nos jeunes, et surtout l'absence d'infirmières dans les centres de formation, l'absence d'assistantes sociales, même s'il y a certains points écoute dans les centres de formation, et également cette problématique d'accès au logement pour nos apprentis. Donc ça, pour nous, c'est une vraie question, c'est un vrai enjeu qui permet aussi de garantir l'accompagnement de nos jeunes. Il faut rappeler que la majorité de nos apprentis n'ont pas accès à l'accompagnement du Crous, vu qu'ils ne sont pas étudiants. Et du coup, nos apprentis se retrouvent totalement délaissés, même s'il y a des accompagnements des CFA qui sont mis en place, mais sur la sécurisation de parcours. Petit rappel également, on est quand même aussi, si on parle de la santé, on est à plus de 50% des apprentis qui ne passent pas leur visite médicale. Donc ça, c'est des enjeux, c'est des vraies questions à poser. Effectivement, alors on n'a pas le temps de... Encore une fois, cet enjeu de la qualité embarque tellement de sujets qu'on n'a pas le temps de tout évoquer. On avait quand même centré lors des derniers états généraux de l'alternance l'année dernière sur la sécurisation des parcours, et d'ailleurs avec des prises de parole du président de l'ANAF qui avait amené déjà sur le tapis un certain nombre de sujets clés, de freins annexes, de freins périphériques. Vous vouliez rebondir, Patrick Chemin? Non, mais c'est un sujet important quand même, finalement, la proximité à l'hébergement. C'est un des écueils du développement de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'un jeune, pour se former, trouver un patron et aller à l'emploi le matin, embaucher le matin, il a besoin d'avoir un logement à proximité de son emploi. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que les CFA, de plus en plus, commencent à se doter de moyens un peu efficaces quand même dans l'accompagnement social. Nous, c'est ce qu'on fait. On a des spécialistes dans le domaine. Alors, on n'a pas des établissements qui se médicalisent, parce que c'est toujours pareil. Quelle est la limite entre notre responsabilité vis-à-vis de l'accueil du jeune et le parcours dans lequel il est? Par contre, on est aujourd'hui responsabilisé sur le handicap. Voilà, on a des démarches obligatoires qui commencent à se formaliser, et c'est bien normal. Voilà, mais l'hébergement, c'est un vrai sujet, et je finis là-dessus. Je pense que le problème, c'est que travail, apprentissage, métier et hébergement, logement, ça ne se parle pas, en fait. Voilà, je ne veux pas lancer un pavé dans la mare, mais il faudrait qu'on trouve le moyen de faire des passerelles sur des sujets qui sont, à mon avis, évidents. Ouais, ça met en lumière la complexité de l'écosystème. Autre intervention, question ou remarque? N'hésitez pas. Peut-être alors une toute dernière question à vous poser. On n'a pas évoqué, on aura l'occasion de le faire peut-être cet après-midi pour ceux qui seront dans la table ronde sur les data et les contrôles. Seriez-vous favorables les uns et les autres pour un renforcement des obligations en matière d'affichage des indicateurs de performance, puisque finalement, aujourd'hui, la loi de 2018 liste un certain nombre d'indicateurs qui doivent être produits. Mais en réalité, on sait que parfois les contrôleurs Calliope vont sur ces indicateurs, parfois pas. Parfois, ces indicateurs peuvent être présents sur des sites d'établissements de formation, parfois ils ne le sont pas. Parfois, on les trouve dans des rapports d'activité. Est-ce que, voilà, il faut aller plus loin pour une information, pour un choix éclairé du grand public, des familles, des jeunes, avec un certain nombre d'indicateurs où on aurait des taux de mesure, des modalités de calcul et des modalités d'affichage qui seraient plus précises? Je ne crois pas. Donc, quand je dis je ne crois pas, je crois que si on s'en tient aujourd'hui à la réglementation qui est mise en place par Calliope et par le RNCP, on a énormément d'indicateurs. Aujourd'hui, tous les contrôleurs qui viennent, ou les examinateurs qui viennent dans les Calliope, j'entends, dans les établissements, passent au pied de fin tous ces éléments-là. Ça, c'est la partie réglementation. Plus ou moins? Je dirais que c'est beaucoup plus que moins. J'ai encore assisté par hasard à un contrôle de CTP dans un de nos établissements. Je peux vous dire que c'est quand même assez serré. Je crois qu'il faut avoir bien conscience que Calliope, ce n'est pas n'importe quoi. Je veux dire, moi, j'étais surpris de voir, quand on a eu nos différents groupes de travail, d'ailleurs, au Messery, de voir effectivement le manque de connaissance de ce qu'était en réalité Calliope sur le fond. C'est quelque chose qui évolue et qui est très contraignant. Donc sur cette partie-là, je vous dirais non. Et d'ailleurs, je fais confiance à Calliope pour de toute façon continuer à améliorer. Maintenant, excusez-moi, je finis sur le deuxième point. Oui, la partie, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire dans la communication.
Et c'est grand public. Ce qui va passer dans les journaux, dans l'étude, dans la communication, dans les sites internet, là oui, je pense qu'il est nécessaire, et c'est le but d'ailleurs de la conférence que nous avons créée, c'est de rendre transparent cette communication, d'en définir les grands principes, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, de manière à faire en sorte que la population, que les jeunes ne soient pas induits en erreur ou qu'il n'y ait pas des doubles sens. Là oui, vous avez tout à fait raison. Merci pour le point. Patrick Chemin, puis Anne-Marie Hinault, très court. Oui, alors très vite, déjà, je pense qu'il faut être conscient de correctement mettre en application le référentiel Calliope, déjà, commençons par ça, parce que je pense que c'est la première démarche, parce qu'il est quand même complet sur ces points-là. Enfin, moi, je le trouve suffisamment complet. On voit bien que de toute façon, l'accompagnement aux audits et aux certificateurs se durcit. Je le vois, dernier renouvellement, on voit que les choses se sont durcies. En la matière, entre autres, je parle de cette partie-là, c'est-à-dire sur vérifier les indicateurs, etc. Je rejoins aussi le fait qu'il faut qu'on soit totalement transparent et qu'on puisse communiquer largement sur nos réussites et peut-être nos moins bonnes réussites. Je veux dire, voilà. C'est évident. Et puis de toute façon, on voit bien que certaines activités se structurent avec des organisations qualitatives. C'est-à-dire nous, on a une direction qualité en interne aujourd'hui, maintenant, depuis quelques années, et c'est bien normal. Anne-Marie Hinault, très court, est-ce que la charte ça va être très là-dessus court, parce qu'effectivement, je pense que la charte, elle propose une démarche d'amélioration continue. On est bien dans cette démarche, parce que rajouter peut-être, je dirais, des indicateurs, les multiplier, on a bien compris que c'était complexe pour toutes les structures. En revanche, mutualiser les indicateurs des peut-être différents référentiels, c'est à l'étude. Il y a des laboratoires de recherche qui sont sur ce sujet en ce moment. Mais c'est surtout travailler sur une dynamique d'amélioration continue, se saisir, que ce soit en bac, infrabac ou supérieur, des items socles de la charte, les valoriser, les faire valoir sur ces sites plutôt que du marketing, pas toujours honnête. Merci beaucoup à tous les trois et c'est le moment de la pause. Je vous propose de remercier nos intervenants. Et on se retrouve à 11h40 dans cet hémicycle. Un petit quart d'heure de pause. Merci à vous, à tout de suite.